Laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 2 février 2023 et pas 1984, bien que on va voir par la suite qu'il y a une culture de l'effacement et des difficultés dans les langages. Notre émission, c'est aujourd'hui Cancel Culture et Wok autour de la laïcité. Notre invité, c'est Monsieur Jean-Noël Amadei. Donc qui va nous éveiller sur tout ce qui est wokisme, qui va essayer de ne pas effacer toutes les connaissances autour de cette fameuse culture qu'on appelle cancel culture. Il y a le mot culture dedans, donc c'est peut-être intéressant. Alors ce monsieur Amadei donc est directeur de l'Actis. Et c'est une association d'animation globale de proximité qui vise à l'épanouissement et l'émancipation des individus. Donc, dans son association, il y a un patronage laïque, entre autres, il s'occupe de centres sociaux. C'est des lieux de promotion de la laïcité et des valeurs de la République. Donc, plus précisément, donc, ils agissent vers les collectivités territoriales. Actis, ça veut dire Action pour les collectivités territoriales et initiatives sociales, sportives, culturelles et éducatives. Bravo. Actis. Donc leur travail, c'est la recherche, l'étude, la diffusion par tous les moyens adéquats, par toutes les formules susceptibles d'améliorer et de développer des actions sociales, éducatives, culturelles ou de loisirs, notamment en direction des jeunes. Donc là, aujourd'hui, c'est dans notre direction que M. Amadei va nous éclairer. Parlons laïcité. Bonjour à tout le monde. Donc, alors vous éclairez, je ne sais pas, mais enfin disons qu'on va quand même essayer, on va essayer un petit peu. Alors je vais compléter un petit peu la présentation. Tiens, voilà. Effectivement, je suis directeur général de cette association depuis maintenant, je sais plus, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Cette association gère effectivement des centres de ce qu'on appelle des centres d'animation en région parisienne, enfin sur Paris essentiellement, qui sont grosso modo des établissements à mi-chemin entre les maisons pour tous et les maisons de jeunes, hein, quelque chose comme ça. Et dans notre long passé, nous avons eu, il fut un temps, il y a une grosse dizaine d'années, 15 ans, la lourde charge de gérer un établissement que certains d'ici connaissent forcément, qui s'appelle le centre social Brel-Brassens. Donc, vous voyez, je ne suis pas un régional de l'étape, mais on connaît un petit peu quand même le quartier, on va dire, au sens très large du terme, puisque c'était quand même pas à côté. Donc voilà, donc en plus de cette activité de direction générale, je suis élu aussi, donc voilà, je connais un petit peu les problématiques d'élus. Je suis élu local dans ma ville, de l'autre côté de la région parisienne, puisque c'est OPEC. J'ai été conseiller départemental et j'ai longtemps enseigné en fac. Donc voilà, de toute façon, vous n'avez pas réussi à trouver ça, tant pis pour vous, mais voilà, je peux bien vous l'avouer. Entre autres défauts, les autres défauts, je les garde pour moi. Et, on va demander à François-Joseph de ne pas les raconter, et puis voilà, c'est tout. Comme ça, je resterai quelqu'un d'à peu près sérieux, au moins pour une heure. Dans la deuxième heure, quand on échangera, je ne garantis pas d'être encore sérieux, mais au moins pendant la première heure, on va essayer. Donc oui, effectivement, vous m'avez invité à parler aujourd'hui de laïcité, et surtout dans l'esprit des gens qui m'ont invité, de ce qui peut la limiter, c'est-à-dire la cancel culture ou le phénomène woke. Mais avant d'aborder cette partie, qui sera la deuxième partie de mon exposé, il faut quand même bien comprendre les fondamentaux pour bien comprendre ce qui risque de miner ces fondamentaux. Pour cela, on va donc, je vais essayer de vous parler pendant une petite heure, faire un large tour d'horizon qui nous permettra d'aborder tout d'abord le principe fondamental qui, pour moi, sous-tend la laïcité,
qui est la liberté de conscience, qui est pour moi la chose essentielle, qui est la base de la laïcité, puis de voir le processus qui a amené la République à sacraliser ce principe, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. On en tirera quelques conclusions sur la liberté de conscience aujourd'hui, sur ce qui se passe aujourd'hui, et on verra enfin les obstacles qui se dressent devant nous, qui se dressent devant la laïcité en une forme de ce que moi j'ai l'habitude d'appeler une dictature des minorités, qui est exprimée par les courants de pensée d'inspiration américaine, même si on verra que c'est totalement faux, enfin, c'est pas uniquement américain, que sont la cancel culture et le mouvement woke. On essaiera d'éviter de tomber trop dans l'anecdote sur le woke, parce qu'on trouve 2 tonnes de bouquins à l'heure actuelle sur le woke où on raconte tous les excès, et Dieu sait qu'on peut trouver des excès dans ce système, et on va essayer de pas faire de catalogue des âneries du woke. Alors, la liberté de conscience, fondement de la laïcité. On réduit trop souvent, et c'est un défaut assez général, la laïcité à la seule loi de 1905. Quand on fait ça, on fait fi d'un, grosso modo, un gros millénaire d'évolution, depuis Charlemagne, qui assimilait l'offense à Dieu à l'offense à sa personne, en passant par l'édit de Nantes, la Révolution, le Concordat, jusqu'à l'accélération à la fin du 19e, début 20e, qui a consacré la liberté d'enseignement d'abord, la neutralité des cimetières, qu'il ne faut pas oublier, que c'était assez quelque chose d'important, la liberté de la presse, la liberté d'association, et enfin la célèbre loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. 1905 n'est que la consécration juridique d'un principe fondamental qui préexistait, qui a mis un millénaire en gros à mûrir et à s'affirmer et surtout à s'imposer. Ce principe, c'est la liberté de conscience, dont on trouve l'expression à plusieurs reprises de façon différente dans notre histoire, mais jamais autant sacralisée que dans l'article 1er de la loi de 1905. La liberté de conscience n'est pas associée, puisque je vous le rappelle, puisque vous avez un fabuleux facsimilé de l'article 1er de la loi de 1905, du début de la loi de 1905, avec notamment l'article 1er, qui commence tout simplement par « La République assure la liberté de conscience, point ». Point. C'est-à-dire qu'en règle générale, on rajoute toujours la liberté des cultes qui est derrière, mais c'est une deuxième phrase, c'est une deuxième partie. Ça commence vraiment comme ça, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, ce n'est pas uniquement associé à cet événement historique, même s'il a eu le retentissement extraordinaire de la loi de 1905. Cette liberté jouit en effet d'un statut d'autant plus unique et privilégié parmi les autres libertés publiques que ce statut est discret et que par son objet même, la conscience, ce principe, cette liberté réunit en elle son principe et son exercice. Elle est la plus souveraine et la plus fragile de toutes les libertés. Elle est souveraine, car elle apporte aux autres libertés sa garantie de principe en dernier ressort, mais elle est fragile, car cette liberté de conscience dépend physiquement, on pourrait dire, de toutes les autres pour pouvoir se manifester. Dans une république laïque, elle joue en fait le rôle de liberté-ressource. Elle est comme la fédératrice invisible de nos libertés au sens large et de nos droits. La liberté de conscience est la plus intime des libertés individuelles, celle qu'au fond de soi on ne peut contraindre, tout au plus a-t-on pu au fil de l'histoire en limiter l'expression. C'est Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon qui expulsent les Juifs d'Espagne en 1492, c'est Louis XIV qui révoque l'édit de Nantes en 1685, on en sait les conséquences, nul ne peut empêcher quelqu'un d'être athée, catholique, musulman, on peut juste l'empêcher de professer publiquement son athéisme, sa foi catholique ou musulmane. Lorsque toutes les libertés sont supprimées, il reste celle-là, qui est la plus intime, car nul ne peut contrôler le cerveau de quiconque, à moins, bien entendu, d'un lavage de cerveau qui a forcément ses limites, n'en déplaise aux tenants de doctrines qui prétendent détenir la vérité, qu'elle soit révélée ou autre. La liberté de conscience est ainsi l'expression d'une forme d'individualisme poussée à l'extrême. Nul ne peut me dicter ma pensée, jointe à un universalisme autant poussé par reconnaissance de l'impossibilité pour moi de contrôler la pensée de quiconque. Je suis libre en conscience parce que les autres le sont aussi. Je reconnais les autres comme frères en liberté de conscience. À l'heure où l'individuel rime avec un repli sur soi, on le constate tous autour de nous, mais pire, repli sur sa communauté au sens strict du terme, la liberté de conscience et la laïcité qui en est issue font rimer individuel et commun avec acceptation de l'autre, avec fraternité.
On aurait tort de réduire cela à une tolérance de l'autre simplement, de l'autre et de sa religion. La notion même de tolérance, à mon sens, comprend un aspect condescendant qui n'a rien à voir avec une liberté admise pour l'autre qui est mon égal. Cela n'ôte en rien la possibilité de critiquer la religion ou l'absence de religion, comme toute école de pensée, comme toute doctrine, comme tout système philosophique, mais une chose est la critique d'une foi, une autre est la liberté de chacun d'embrasser cette foi. Il ne peut y avoir liberté de conscience sans intégrer totalement la notion de liberté de l'autre. On touche là à la fraternité universelle, qui permet de passer outre les frontières artificielles que les individualistes forcenés élèvent pour séparer les hommes, entre les groupes prédéfinis. Ce n'est rien d'autre que ce que dit Antoine de Clermont-Tonnerre, vous connaissez toutes ces citations, ou au moins le début, « Tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus », et il complétait, ça en général on l'oublie, « Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique, ni un ordre, il faut qu'ils soient individuellement citoyens ». On l'a bien vu dans l'épisode de pandémie que l'on a traversé, et que l'on traverse encore, même dans certains pays, même si chez nous c'est un petit peu calmé, espérons-le. Beaucoup de libertés ont été restreintes, voire supprimées pendant cette période où la sécurité primait sur la liberté. La liberté de circuler a été entravée, la liberté de se réunir, la liberté de travailler, la liberté des cultes dans certains cas, liberté de ceci, de cela, toute une série de libertés ont été contraintes, ont été restreintes. Et restait par contre intacte, totalement intacte, cette liberté-là, la liberté de conscience, même si elle s'exprimait de façon douteuse. On l'a bien vu à propos de remèdes ou de solutions miracles qui ont été érigés parfois en une foi d'un nouveau genre. Comme quoi la notion de religion et la notion de foi est quelque chose de très évolutif. Quand beaucoup de libertés sont restreintes ou même empêchées, il reste cette liberté de conscience à laquelle nous sommes si attachés. Enfermés dans nos appartements, il nous restait cette liberté, comme elle subsiste pour toute personne recluse, même en prison, dont la pensée lui permet de s'évader. C'est alors que même dans le silence, même dans l'isolement forcé, cette liberté ressource, qui par retour sur nous-mêmes nous aide à nous affranchir de certains préjugés, peut devenir pour chacun de nous une véritable source de méditation, une source de pensée, une source de jugement. Nous retrouvons alors une marge d'autonomie. C'est la puissance de la liberté de conscience qui aide à franchir les obstacles et à retrouver le chemin de la communication entre membres d'une même société et d'une même république. C'est cette liberté de conscience qui est traduite dans le principe de laïcité. Cette liberté suprême que nul ne peut brimer, que nul ne doit brimer, mais qui a tant besoin des autres libertés pour s'exprimer, et du législateur, heureusement, malheureusement, peu importe, pour définir et cadrer ces libertés, permettant à la liberté de conscience de prendre son envol. C'est dans ce cadre seulement que l'on peut comprendre la loi de 1905 et toutes celles qui l'ont accompagnée. C'est de cette liberté de conscience qu'il faut faire prendre conscience à tous. Le problème n'est pas dans l'acceptation de telle ou telle religion. L'islam, l'évangélisme, qui sont critiquables, comme tout système de pensée est critiquable, il est dans l'acceptation de l'autre, de sa liberté de conscience et dans le fait que cet autre admette ma propre liberté à moi de conscience. Enseigner cette liberté fondamentale dans nos écoles, la faire vivre dans notre société, dans nos médias, dans nos lois, est une exigence fondamentale. Comment est-on arrivé à cette prise de conscience ? Parler de laïcité peut très vite, ou du wok a fortiori, peut très vite se transformer en un discours incantatoire, un peu comme l'Europe, quand De Gaulle, à l'époque, se moquait de ceux qui en parlaient en disant, je cite de mémoire, « l'Europe, l'Europe, l'Europe », en sautant sur leur chaise comme un cabri. Évitons donc de nous sauter sur nos chaises, parce que sinon il va falloir demander à M. Zeghouf de vous fournir de nouvelles chaises, et de clamer laïcité, laïcité, laïcité à tout instant, surtout quand ce principe fondamental n'a rien à voir parfois avec le sujet. Je vous laisse deviner les exemples qui peuvent traîner partout, repris à tort et à travers par des extrêmes qui au fond se moquent du fond de la laïcité comme de leur première chemise. Je vais donc essayer de tracer la genèse de ce principe, et cela commence comme un conte de fées. Il était une fois. Alors j'avoue quand même, j'avoue mes sources, je triche, j'ai pompé chez les copains. J'avoue emprunter la base de cette historiette à une association que vous connaissez peut-être, avec laquelle je travaille personnellement, qui s'appelle l'UFAL, qui est une association familiale laïque dont l'engagement pour la laïcité n'est heureusement plus à démontrer.
J'ai piqué la base de l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois donc une île. Sur une île coupée totalement du monde, un peuple qui n'avait qu'une religion. Le monde étant ainsi fait, il y avait forcément sur cette île, ça doit être d'un Français d'ailleurs, il y avait forcément sur cette île un homme ou une femme ayant l'esprit de contradiction, donc bien français, et qui était donc un croyant. L'esprit de contradiction est inhérent à la nature humaine, nous sommes bien placés pour le savoir. Cet individu peut-il s'exprimer? Non. Puisqu'une seule conviction est envisageable pour tous les autres, il est donc condamné au mutisme ou aux railleries, ou au bûcher, parce que quand même, faut quand même faire des choses sérieusement. Arrive sur l'île un missionnaire. Supposons que ce missionnaire ne soit pas mangé à l'arrivée, et qu'il réussisse à convaincre les habitants, qu'il puisse plaider sa cause, prêcher sa religion et convertir ceux qui le veulent. Déjà un bel effort. Hein. L'île vient d'inventer la tolérance, dont on parlait tout à l'heure, et la liberté de religion. Il devient possible qu'une troisième, une quatrième religion, et ainsi de suite, puisse se développer. Je regardais tout à l'heure sur, je ne sais plus trop lequel des destins de monsieur Jean-Christophe, qu'il racontait qu'au Luxembourg, il y avait 6 religions admises. Voilà, on est dans ce cadre-là. On est dans le cadre de la liberté de religion. Sommes-nous alors libres sur cette île? Pas vraiment, car notre incroyant a cette fois face à lui les tenants, les adeptes, les prêtres, le clergé de 2, 3, 4 N religions, qui toujours le condamnent au mutisme, parce que lui, il croit toujours à rien, ou aux railleries, ou à la pendaison, parce qu'entre-temps, le système pénal a évolué, on les brûle plus, on les pend. Arrive maintenant sur l'île un philosophe, un Spinoza en devenir. Supposons qu'il ne soit pas mis à mort sur l'ordre des divers prêtres, supposons qu'il réussisse à convaincre les autorités que l'incroyance est un fait aussi respectable que les religions. On autoriserait dès lors toutes les convictions, et notre incroyant, qui a une étonnante longévité, parce qu'il existe, il est là depuis la première histoire, hein, est alors reconnu à égalité avec les adeptes des cultes. Il entre donc triomphalement au conseil des anciens ou des sages comme représentant de l'incroyance, parce qu'il fallait bien lui donner une petite case, afin de respecter le pluralisme des convictions. Chacun peut donc opter pour une religion ou se déclarer incroyant. Sommes-nous au bout de l'histoire? Non. Toujours notre éternel principe de contradiction, il doit bien se trouver dans l'île un individu qui n'a pas la moindre envie d'avoir une conviction, ou simplement qui n'a pas la moindre envie de déclarer cette conviction, estimant que cela le regarde, lui, et pas les autres. À la limite, il a même très bien pu changer de conviction, ou changer de religion à un moment ou à un autre. Il veut pas que ça se sache, ça le regarde. Cela ne simplifie pas la vie sur l'île. Comment le Conseil des sages, le Conseil des anciens, peut-il respecter le pluralisme si les habitants de l'île ne veulent pas être représentés pour leurs convictions, s'ils ne veulent pas être mis dans une petite case? On est dans une impasse totale. Où on respecte le pluralisme normalisé, celui qu'on vient de voir, chacun dans une petite case, où on respecte les libertés de chaque individu. Encore un petit effort. Il reste à imaginer une liberté bien plus importante que la liberté religieuse ou le pluralisme des convictions, une liberté qui englobe toutes les autres et les dépasse. Ça ne vous étonnera pas, on vient d'inventer enfin la liberté de conscience. On y est presque. Il reste donc au gouvernement de notre île à se désintéresser totalement des convictions des habitants et de faire respecter cette liberté de conscience. Le gouvernement de l'île vient cette fois d'inventer la liberté. Ouf, on est en 1905. Il a fallu du temps. Mais pour ça, il a fallu des siècles d'évolution, et pour ressortir de l'île, pour revenir chez nous, des siècles d'évolution darwinienne, même si le même Darwin n'a pas fini sur le bûcher, encore que dans certains cas de figure, certains voudraient bien le mettre à l'heure actuelle, avec l'incroyant, le missionnaire ou le philosophe, qui ont survécu par chance. Il ne fait pas toujours bon d'être Kepler, Galilée, Copernic ou Darwin dans les sociétés prélaïques. Quittons donc l'île, revenons chez nous. La route fut aussi longue que celle de notre historiette. Le foisonnement de religions qui régnait au temps du polythéisme de l'Empire romain, où coexistaient les adeptes de Jupiter, de Jésus, de Jéhovah, d'Isis, de Zoroastre, de Mitra et autres, ils ne sont pas répertoriés, presque pas tous encore au Luxembourg. Je suis désolé, Jean-Christophe. Était la règle. Ce foisonnement est bien loin que notre bon empereur Charlemagne, dont on parlait tout à l'heure, énonce « Nous ne pouvons concevoir comment peuvent nous être fidèles ceux qui se sont montrés infidèle à Dieu et à ses prêtres. » Sous-entendu, si vous n'êtes pas fidèle à Dieu et aux prêtres, on est en plein cléricalisme, le vrai cléricalisme, vous ne pouvez pas être fidèle à moi, Charlemagne. Donc si vous intentez à ce que vous disent les curés, c'est comme si vous vous en preniez à moi, l'empereur.
Imaginez ce que ça veut dire. Se prendre à l'empereur, c'est le crime de lèse-majesté. C'est la mort. C'est-à-dire, grosso modo, c'est ce qui est arrivé des années plus tard à un brave homme qui avait refusé d'enlever son chapeau devant une procession, dont on parlera tout à l'heure. C'est ça le fondement de ce jugement. L'injonction de croire et d'obéir au pouvoir spirituel vient du pouvoir temporel. Il faut bien voir ça. Nulle séparation entre les deux n'est donc possible. Laissons passer quelques siècles. Passons sur les croisades, où il serait bien vain d'essayer de démêler ce qui était défense de la vraie foi supposée ou conquête de territoire, tant les deux étaient imbriqués. C'était vrai soit au Proche-Orient, soit en Occitanie, c'était vrai contre les musulmans, comme c'était vrai contre les albigeois. Certes, on s'habillait de choses très nobles, parce que la foi, c'est quelque chose de noble, mais en fait, tout ce qui nous intéressait, c'était de piquer du terrain chez les copains, c'était quand même beaucoup plus sympathique. Laissons un peu de temps à Martin Luther et à Calvin pour prêcher la réforme, laissons les guerres de religion ensanglanter largement le paysage, là encore, sur fond de lutte de pouvoir. Ne nous voyons pas la face. Arrive une paix relative, pendant que dans l'Empire, chaque État opte pour telle ou telle confession selon l'adage cuius regio, eius religio, tel prince, telle religion. C'est-à-dire, si le prince était catholique, le pays entier devait être catholique. Si le prince était protestant, le pays était protestant. C'était vachement simple. Mais grosso modo, c'était Charlemagne découpé en 25 rondelles. Ça, en fait, ça a découpé en Europe un puzzle de dogmes qui préfigure en fait tout simplement la cacophonie des États actuels de l'Europe. C'est comme ça que c'est venu, si ce n'est que l'Allemagne était découpée en 25 principautés ou royaumes ou je ne sais trop quoi. C'était le concept de l'Empire. Henri IV, à ce moment-là, trouve que le Paris vaut bien une messe et change allègrement de confession. Il promulgue à Nantes un édit célèbre qui consacre une première liberté de religion en France de l'ère moderne. Les protestants et les catholiques peuvent presque, je dis bien presque, exercer librement leur culte respectif. Sachez qu'il y avait même une disposition dans l'édit de Nantes, ne me demandez pas le numéro de l'article, là vous seriez vache avec moi, qui permettait par exemple, si les protestants n'avaient pas de lieu de culte, de célébrer leur culte dans une église catholique et réciproquement. Donc c'était quelque chose quand même qui était relativement ouvert. On a préfiguré à ce moment-là les salles de prière qu'on peut trouver dans les aéroports, où tout le monde peut prier quelle que soit la religion. On est il y a quelques siècles quand même. Rassurez-vous, c'était trop beau. Ça dure pas. Ça dure pas. Un certain Louis XIV, que tout le monde connaît, abrogera cet édit un petit siècle plus tard. Et de même que le décret de l'Alhambra qui a expulsé les Juifs d'Espagne en 1492 a coûté très cher à l'économie espagnole, l'abrogation de l'édit de Nantes fit partir bon nombre de responsables protestants qui se dépêchèrent d'aller enrichir l'Angleterre ou les Pays-Bas au détriment de la France. C'était fort sympathique. Les politiques, décidément, feraient mieux de réfléchir avant de se mêler de religion. Mais ça, c'est une longue histoire. Surtout, il faut bien le comprendre, comme Louis XIV, quand ils sont à contre-courant complet de l'évolution de la société, Louis XIV aurait dû lire Spinoza, mais bon, il n'avait pas le temps. Vient enfin le siècle des Lumières, que l'on fait commencer, j'adore ce paradoxe, juste après la mort du roi Soleil. Quand même fabuleux que le siècle devient lumineux quand le roi des Lumières disparaît. Les livres se répandent, les idées circulent, le doute s'installe. Montesquieu, Rousseau, Condorcet, Diderot, Voltaire, tout ce brave monde... pour rester français, enfin je vous évite les Anglais, parce que si on parle des Anglais, ça ira pas. Tous ces gens-là ouvrent les esprits, le mélange entre philosophie et science mine la croyance. Comment croire au miracle quand une explication scientifique est donnée à tel ou tel événement? Comment attacher irrévocablement morale et religion? Un non-croyant a lui aussi une éthique, liée à sa conscience d'homme. Le « tu ne tueras point » n'est plus simplement un commandement de Dieu, c'est une constante de la conscience humaine. Vient aussi en s'étant éclairé la conscience que si Dieu existe, ce n'est pas une raison pour que ces prêtres régentent la vie publique. On retrouve en fait, paradoxalement à ce moment-là, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, qui était dans les premiers évangiles. Ce n'est pas sans heurts ni soubresauts. N'en prenons que deux exemples, différentes mais à peu près à la même époque. Un certain Benoît XIV, un peu pape, même très sérieusement, fait une encyclique en 1751 pour excommunier les francs-maçons. Alors, pour excommunier les francs-maçons, ça n'a pas eu d'incidence en France, parce que compte tenu du fait que la monarchie absolue avait dit au pape qu'il pouvait aller se faire voir, qu'il ne commandait pas en France, ça n'a pas eu de conséquences en France, mais enfin quand même, on a excommunié les francs-maçons à ce moment-là, en se basant sur deux points principaux.
Le mélange de fidèles de diverses religions en loge, qui nuit, bien entendu, à la vraie foi catholique, parce que quand même, il ne faut pas exagérer, si on rencontre des protestants, on risque d'être... ça va pas. Et également le non-respect, c'est cité carrément dans la fameuse encyclique, le non-respect de la fameuse déclaration de Charlemagne, 1000 ans plus tôt. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait complètement anecdotique, la déclaration de Charlemagne de tout à l'heure, avait des conséquences en 1751. Charlemagne, c'était en 800. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la permanence de ce genre j'allais dire de conneries. Bon, c'est pas bien. De ce genre de déclaration. Quelque temps plus tard, 15 ans après, le chevalier de la Barre, dont on parlait tout à l'heure, est mis à mort en 66 pour ne pas s'être découvert au passage d'une procession. Et comprenez bien que le pauvre, il n'a pas eu de chance. D'abord parce que vu ce qui lui est arrivé, il ne faut vraiment pas avoir de chance, parce qu'il n'est pas mort d'une façon très très sympa. Mais comprenez bien que c'est peu de temps après une tentative d'assassinat sur Louis XV. Donc on ne pouvait pas être plus gentil pour quelqu'un qui avait fait quelque chose de pas bien vis-à-vis de Dieu par rapport à quelqu'un qui avait fait quelque chose de pas bien contre le roi peu de temps avant. D'où le supplice horrible que ce brave chevalier de la Barre a subi. Donc on est dans quelque chose d'assez terrible. Mais comprenez bien qu'en même temps, Voltaire proteste contre ça, les gens éclairés protestent contre ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le dernier procès sérieux pour ce type de problème et déjà dans la contestation. Donc on est vraiment à un moment de séparation. Et cette séparation entre la foi et l'État, qui était ce long processus pendant le siècle des Lumières, va s'accélérer au moment de la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme, alors on connaît en général les premiers articles, etc., tous les hommes libres, naissent libres, etc. Mais l'article 10 est sympa, il vous dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. On est déjà dans quelque chose qui ressemble à certains articles de la loi de 1905. Vous avez quasiment la même chose, quasiment la même chose. La conviction religieuse existe, elle doit être protégée. On n'est quand même pas, faut pas exagérer, mais ne doit pas empiéter sur la vie commune. L'imbrigation de la déclaration de Charlemagne est dénouée, c'est fini, on n'en est plus là. En 1795, un premier décret sépare les églises et l'État, ce qui a comme conséquence immédiate quelque chose qui nous concerne pas forcément, mais qui concerne la société, qui est l'autorisation du divorce. C'est quand même quelque chose d'essentiel, puisque le mariage et le divorce sont maintenant devenus des choses civiles et non plus des sacrements. Donc on peut dénouer un divorce, dénouer un mariage, puisque c'est plus un sacrement. Enfin, c'est plus considéré par l'État comme étant un sacrement. Vient Bonaparte, ce brave Napoléon. Alors Napoléon, c'est particulier. Napoléon, on peut dire tout, le contraire de tout, suivant les périodes, etc. On ne reviendra pas sur l'abolition de l'esclavage et sur le retour de l'esclavage, puis la nouvelle abolition. Enfin bref, on ne reviendra pas sur toute une série. L'abolition de le paradoxe, c'est le retour de l'esclavage dans certaines îles, mais pas dans toutes. Mais plus tard, l'interdiction de la traite au moment des 100 jours. Enfin bref, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde dans Bonaparte. Donc c'est ce qui est intéressant, n'est-ce pas, François-Joseph ? Je m'en sors bien, là. Vient Bonaparte. Donc Bonaparte, on peut lui reprocher des tas de choses, mais c'était un homme très pragmatique, c'était un chef d'État moderne, Bonaparte. En pragmatique, il veut assurer la paix civile. Il n'a pas oublié qu'il y avait eu les guerres de Vendée, donc il veut que ce soit calme. Il veut que ce soit calme. Et il veut, parce qu'il aime bien, n'oubliez pas qu'il s'est couronné empereur lui-même. C'est-à-dire, c'est pas le pape qui l'a couronné empereur ou roi, comme ça se faisait. Il a pris la couronne et il s'est couronné, disant grosso modo, devant le pape, disant grosso modo au pape, t'es gentil, mais c'est moi tout seul. C'est quand même quelque chose d'important. Il aime bien donc la religion, il sait que c'est sympathique, mais il veut placer les cultes sous son autorité. Donc toute l'histoire du Concordat, c'est ça. C'est le contrôle des cultes, le contrôle des églises. Le catholicisme est certes reconnu comme étant la religion majoritaire des Français. De toute façon, c'est difficile de faire autrement, mais elle n'est plus la seule. Elle n'est pas la seule reconnue. Le judaïsme, notamment, est reconnu, ce qui, là, est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. L'interdiction est faite, dès ce moment-là, c'est le Code civil. L'interdiction est faite au ministre des cultes de célébrer un mariage sans union civile préalable. C'est la base de notre mariage actuel. On en est toujours là. Le fil de la laïcité continue à couler gentiment. Nouveau soubresaut à la chute de l'Empire, parce que bon, c'était trop beau, faut pas exagérer. Le catholicisme redevient religion d'État, et avec même quelque chose à la limite plus
plus important pour expier ce qui s'était fait de mal, entre guillemets, bien entendu, hein, sous la Révolution ou même pendant l'Empire. C'est à ce moment-là, après la Restauration, que l'on invente la formule dont vous entendez parler maintenant à chaque fois qu'on vous parle de la tradition catholique de la France, comme la France fille aînée de l'Église. Cette notion de France fille aînée de l'Église, ce doit être Lacordaire autant que je me souvienne, c'est 1840, 1841. Donc c'est quelque chose de très récent. Faut pas écouter quand on vous dit que la France fille aînée de l'Église, ça date de 5 siècles. C'est pas vrai. Ça a 1 siècle et demi. Hein, ça a 1 siècle et demi. Ça suffit comme ça. Napoléon III, lui, hérite un petit peu du pragmatisme de Tonton. Il confie quand même l'éducation aux religieux. C'est la loi Fallou. Mais à la fin de son règne, il instaure l'école communale gratuite. Napoléon III, hein. C'est pas Jules Ferry, Napoléon III, instaure l'école communale gratuite pour les filles, ce qui là est quand même quelque chose de nouveau. Décidément, le monde est en plein changement. Arrive enfin la Troisième République. Alors là, la Troisième République, là, c'est l'accélération. Gambetta en 75, nous voulons que l'État nous ressemble, que la France soit la nation républicaine et laïque par excellence. Sous Jules Grévy apparaissent les écoles normales. En 80, les congrégations peuvent toujours enseigner, mais doivent demander l'autorisation, ce qui est quand même une nouveauté. Les collèges, les lycées publics laïques pour filles sont créés, ça y est, enfin. En 81, l'enseignement devient public et gratuit. Là, on retombe sur des lois qu'on connaît tous. Les cimetières perdent leur caractère religieux, sauf les cimetières confessionnels préexistants, ce qui fait qu'il existe encore à droite à gauche, notamment des cimetières juifs qui existent encore, parce qu'ils existaient avant 1881. En 82, l'enseignement devient obligatoire, cette fois pour les garçons et les filles. L'instruction religieuse sort des programmes. Ça sort des programmes en échange de quelque chose qui est sympathique et qui a encore des conséquences aujourd'hui, qui est la libération du jeudi, pour que les enfants puissent suivre le jeudi les cours d'instruction religieuse. Maintenant, c'est le mercredi, mais l'origine du jeudi, c'est ça. C'est ça. Les crucifix sont sortis des salles de classe. C'est pas vieux, hein. C'est pas vieux. La liberté de la presse en 84. En 86, l'enseignement confié à des personnes non religieuses. En 1901, la loi sur les associations. Qui également a une phase, une partie en elle qui réglemente les congrégations religieuses. Donc on est déjà... Tout ça, c'est un concours à la même chose. Et enfin, 1905, Combes, Briand, la loi de séparation, la France est devenue, théoriquement, un État laïque. Voilà l'état de l'art. Voilà ce qui est, aussi bien dans l'historiette que dans notre pays, a fait émerger ce principe de laïcité, à sacraliser cette liberté de conscience qui nous est chère. Ça ne s'est pas fait sans heurts, il faut bien le comprendre. On raconte trop souvent à l'heure actuelle que la loi de 1905 c'est une loi de compromis, que ça s'est fait en discutant, en négociant, etc. C'est pas vrai. La loi de 1905 ça a été adopté. Il y a eu des débats et des compromis, mais les débats et les compromis c'était entre laïcs. C'est pour savoir jusqu'où il fallait aller. C'était pas entre les républicains et les catholiques. L'application s'est faite dans la douleur. On a évacué les églises par l'armée. Il y a des photos, vous trouverez des photos de l'époque avec des canons devant les églises ou avec des militaires devant les églises pour virer les curés. On a fait ça dans la douleur à l'époque. Ça s'est fait d'une façon. Ça s'est pas fait. Embrassons-nous Folleville, tout le monde est content. C'est pas vrai. En 1909, donc on n'est que 4 ans après, le pape, tout d'ailleurs a râlé depuis 1905 et demi, hein, tout de suite. En 1909, les évêques dénoncent l'idée de neutralité de l'école. Ils relancent un anticléricalisme par voie de conséquence, immédiatement. La guerre de 14 arrive, heureusement. Excusez-moi pour le heureusement. Donc ça met fin à tout ce joyeux bordel, parce qu'on avait quand même d'autres choses à faire. L'Union nationale, ça n'a jamais fait de mal. L'opposition renaît entre les deux guerres. Ça recommence. N'oubliez pas que Jean Zay en 37, donc on est quand même 30 ans plus tard, hein, Jean Zay en 37 doit sortir des lois et des textes pour interdire successivement la propagande politique, commerciale dans les écoles. Puis, bien entendu, la propagande religieuse. Donc on est 30 ans après, et 30 ans après, on est encore en train d'essayer de régler quelques petits soucis. Vichy, bien entendu, arrive. Vichy, pas les pastilles, l'État français, remet tout à plat, replace le catholicisme à une place éminente. Il en reste des traces.
complètement idiotes. Par exemple, je suis en train de me faire engueuler parce que je ne vais pas assez vite. Bon, d'accord. Bon, c'est fini, je ne me fais pas engueuler. Alors, arrangez-vous, hein, moi. Donc, en fait, oh, il me reste 10 pages, hein, enfin 15. Donc, oui, il reste des traces. Vous avez tous entendu parler récemment d'une statue de Vierge qui a été installée je ne sais pas trop où et pour lequel la libre pensée ou l'association voilà, a voulu obtenir qu'on la démolisse, etc. C'est une statue qui avait été érigée pendant la guerre, ou juste après la guerre, sous le régime de Vichy. Donc, il reste des scories de cette période de Vichy. Il y a une chapelle, il ne faut pas le dire parce que c'est un secret bien gardé, c'est tabou dans ma ville. Il y a une chapelle qui existe dans ma ville, qui était un bâtiment public qui a été donné à l'église sous le régime de Vichy. Alors, bon... C'est une chapelle où il doit y avoir au moins 2 personnes par an qui y vont, donc tout le monde s'en fout un petit peu. Mais il reste comme ça des scories de dérogation à la loi de 1905 au moment où elle était suspendue par Vichy. Donc voilà, on vit avec, hein, on vit avec. Mais étant donné que Vichy est allé relativement loin dans le sens du retour sur le catholicisme religion d'État, en 1945... on a bien entendu fait une marche arrière dans l'autre sens, c'est-à-dire pour revenir aux fondamentaux. C'est notamment pour ça que les politiques issus de la résistance et de la France libre ont voulu dès 1945 marquer les choses d'une façon forte, et notamment dans la Constitution de 1946, le principe que la République, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale dès 1946. Donc on constitutionnalise le principe de laïcité à ce moment-là. En 1945, pour montrer qu'on a à peu près la paix, l'Assemblée des évêques reconnaît la laïcité comme une souveraine autonomie de l'État. Donc, c'est calmé. On est sorti mais on est en 1945, c'est-à-dire qu'on est 40 ans plus tard. Hein. 40 ans plus tard, l'apaisement peut avoir lieu, la laïcité est entrée dans les mœurs. Youpi. Youpi, ce qui fait que pendant des décennies, pour les gens, les vieux machins de mon âge, j'ai 74 ans, hein, pour que les choses soient claires, ça vous évitera de googler ma date anniversaire. La laïcité était un acquis, un principe universellement reconnu en France, incontesté. Si nos parents nous y envoyaient, nous allions au catéchisme le jeudi matin, ou avant d'aller à l'école, c'était mon cas, voilà, j'avoue. Tôt le matin, et on se faisait engueuler par l'instituteur quand on arrivait avec 5 minutes de retard parce qu'on était allé chez les curés avant. L'instituteur nous enseignait les leçons de morale, pendant les leçons de morale qu'on marquait au tableau, exactement les mêmes choses que les curés nous apprenaient 10 minutes avant dans le catéchisme. Tout le monde était sur les principes universels, tout se passait à peu près bien. Nul ne s'étonnait qu'il y ait des aumôniers dans les lycées, ni même qu'un parti se revendique démocrate chrétien. Ça choquait personne. Imaginez un parti musulman aujourd'hui, ça donnerait des choses un petit peu différentes. Le chanoine Kir, chanoine en soutane, il y a des photos de lui fabuleuses où il est en soutane avec son écharpe de mer et ses décorations pendantes, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, faisait monter le Père Noël sur le toit de l'hôtel de ville de Dijon pour emmerder l'évêque, faut dire les mots tels qu'ils sont, qui lui avait fait brûler le Père Noël en effigie devant la cathédrale. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Les idées demeuraient, l'intolérance ne demandait qu'à ressurgir, mais la laïcité permettait à tous de vivre ensemble, cette fraternité, ce respect de nos valeurs républicaines, fondement de notre société. C'était hier. C'est la fin de l'histoire. L'île de l'historiette de Lufal n'est finalement pas si éloignée de notre pays, même si on n'est pas entouré d'eau. Enfin, ça dépend des pays. Moi, je suis corse, hein, donc... Mais c'est pas la fin de l'histoire. On a prétendu ailleurs, après Hegel, que la fin de l'histoire était arrivée. On sait qu'il n'en était rien. On a cru trop facilement, après Briand, que la loi de 1905 mettait un point final au rapport de la société et des religions. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien non plus. Le débat sur la laïcité ressurgit partout. D'autres pays, non moins démocratiques que nous, ont opté pour d'autres systèmes de coexistence entre religion et État. La laïcité, qui n'est pas un principe universellement reconnu, progresse parfois, mais elle le fait comme chez nous en 1905, au prix de conflits certains. Ne nous voilons pas la face, la laïcisation de la société, et en premier lieu de l'école, comme nous l'avons vu, a progressé en France fin 19e contre l'Église catholique. Les avancées actuelles de la laïcité, au Québec par exemple, se font aussi contre une religion, qui est l'islam cette fois.
En même temps, si je peux me permettre cette expression très galvaudée de nos jours, la laïcité est attaquée de toutes parts. Certains prétendent la primauté des lois divines sur les lois de la République. En France ou ailleurs ressurgissent les sectarismes, les exemples multiples d'intolérance liés aux convictions religieuses. Ici, l'islamisme, là, les orthodoxes russes qui refusent les lois combattant la violence familiale, un peu partout, les fondamentalistes, sous des formes et des importances variées. Le sectarisme, autre tendance d'une même religion, par une atomisation et un repli sur soi très communautarisme de chaque tendance, n'est pas pour rien dans l'extrémisme de telle ou telle tendance. De même que le sectarisme entre protestants divers et catholiques avait plongé la chrétienté dans le chaos du XVIe siècle. Si la tolérance n'est pas la panacée, loin de là, l'intolérance redevient la règle, ce qui est pire encore. Plus que jamais, la première phrase de l'article 1er de la loi de 1905 est essentielle. La République assure la liberté de conscience. Où en est cette liberté de conscience ? La prise en compte de la liberté de conscience est donc née de la volonté de la République de se donner une règle commune permettant à chacun de ses membres de communiquer sur le terrain des croyances à l'issue d'un long processus. Le défi qu'elle doit relever aujourd'hui est cette fois-ci contre toutes les formes de séparatisme, on arrive au wok, qui minent la société de l'intérieur. La liberté de conscience peut être mobilisée une nouvelle fois car c'est une force qui réunit les hommes et peut aider à surmonter les nouvelles frontières intérieures que la société ne cesse de susciter aujourd'hui. La liberté de conscience s'inscrit dans l'histoire de notre pays et comme le garant de la liberté des cultes dans une république laïque qui respecte toutes les croyances tout en s'interdisant de déterminer ce qu'est une religion. La République est volontairement muette sur ce que le fidèle croyant nomme liberté religieuse, car la République ne connaît que l'exercice des cultes. Par le truchement de la liberté des cultes, la République ne sait pas ce qu'est une religion. Les crises sanitaires, économiques, internationales ont tendance à limiter les libertés. On le sait, on le constate aisément. La conscience de notre vulnérabilité nous fait reprendre pleinement conscience de la société et de notre liberté en puissance comme membre d'une décidément, d'une communauté politique qui soit en mesure de vouloir et de pouvoir, alors que nous sommes simplement vivants, isolés, nous sommes démunis et faibles. Quand l'exercice de la plupart des libertés est suspendu ou fortement perturbé, le refuge de la conscience ne redevient une liberté que lorsque le lien d'appartenance à une communauté politique, la citoyenneté finalement, est rétabli. C'est par la reconnaissance de cette liberté de conscience, donc on vous l'a dit, que la République avait achevé l'œuvre révolutionnaire en mettant un conflit de souveraineté avec l'Église romaine. Est-ce qu'on se considérait à l'époque comme étant un séparatisme catholique ? Parmi les moyens auxquels la République a recouru à l'époque, la liberté de conscience est donc venue donner une langue commune à tous les membres de la société française, une règle commune dans laquelle chacun de nous devrait aujourd'hui se reconnaître, parce qu'elle respecte son intégrité et sa personne, parce qu'elle lui permet de communiquer avec ceux qui sont inspirés par des croyances ou des convictions différentes en matière religieuse, en matière spirituelle, en matière philosophique. En abolissant les frontières intérieures, que certains décidément veulent remettre un petit peu partout, que ce soit des frontières géographiques avec certains régionalismes ou des frontières spirituelles, en abolissant donc ces frontières sans rien retirer à quiconque en qualité de fidèle croyant ou d'adepte de telle philosophie. Elle a apporté la paix civile. Le point commun avec les événements qui ont débouché sur la 1905 est que nous connaissons aujourd'hui une situation qui est, elle aussi, traversée par du séparatisme, ou plutôt par des séparatismes, si encore plus compliqué, mais cette fois-ci en plus radical. En effet, la crise globale et totale que nous connaissons a placé au grand jour rien de moins que le risque d'effacement de la société qui nous relie les uns aux autres face à un mouvement tendant à imposer l'idée dominante d'une vaste collection d'individus séparés, ayant leurs allégeances particulières, communautaires ou individualistes, librement consenties ou bien subies. On le verra plus tard. Il y a alors grand risque à voir s'élever au sein de la société de nouvelles frontières qui pourront empêcher non seulement le respect des croyances de chacun et la libre communication des idées et des opinions, mais aller jusqu'à rendre impossible l'émergence même d'un projet collectif commun, sans même parler de sa réalisation. Il s'agit de toutes les formes de séparatisme qui ont comme point commun de chercher à faire prévaloir une logique communautaire, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit patrimoniale, qu'elle soit linguistique ou mémorielle, sur la liberté personnelle, sur les lois de la République.
les deux étant fréquemment associés. Cela ne vise évidemment pas la fidélité légitime et féconde que chacun peut entretenir avec ses origines régionales, sociales, familiales, culturelles, religieuses ou linguistiques, même si décidément, par exemple, avec François-Joseph, on ne se comprend pas parce qu'il parle le corse du Sud et moi le corse du Nord. Force est bien entendu de constater que les séparatismes s'expriment aujourd'hui de façon insidieuse à travers des minorités structurées, cherchant à imposer leurs règles de vie contraires à celles de la République, que ce soit à leurs membres ou pire, à la société entière. Quels sont donc les obstacles à la laïcité et ce que j'appellerais, moi, la dictature des minorités? La cause est entendue, la démocratie est reine, la légitimité découle des urnes, la majorité parle et décide directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. Cette majorité ne saurait imposer sa loi de façon tyrannique à la minorité, mais l'unanimité ne pouvant pratiquement jamais exister, tout au plus peut-on l'approcher, les opinions contraires doivent se plier à la voix majoritaire, faute de quoi ces voix minoritaires, ces vétos, exercent une tyrannie sur la majorité ou un blocage du système jusqu'à l'obtention bien aléatoire d'une unanimité. C'est le fonctionnement de toute institution démocratique, la res publica, tournée vers le bonheur du peuple à travers son expression, par les urnes. Là seulement peut naître une forme d'universalisme de la loi, là seulement la loi peut protéger les minorités, notamment par la liberté dans l'unité que permet la laïcité. C'est simple, c'est beau, c'est simple. Alors c'est tout ce qu'on veut, c'est Tocqueville, c'est tout ce qu'on veut. Mais n'est-ce pas trop simple ? Voyons un peu la contestation de la majorité issue des urnes, voyons la montée de l'individualisme, voyons enfin comment, grâce à tout cela, les minorités peuvent venir véritablement devenir des obstacles à la bonne transmission du principe de laïcité. La négation de la majorité issue des urnes, tout d'abord. Le mouvement social, je ne parlerai pas de la réforme des retraites. Le mouvement social regorge d'exemples dans lesquels une minorité impose ses vues à une majorité, concept classique qu'on a tous croisé de minorité agissante par rapport à une majorité silencieuse qui laisse faire ou qui ne peut empêcher de faire. Certaines grèves universitaires, lors desquelles des assemblées générales squelettiques décident pour la grande masse d'étudiants restés chez eux, en constituent un exemple caricatural. Mais comment caractériser la grève de contrôleurs aériens clouant des milliers d'avions au sol ? Comment caractériser la grève paralysant tel ou tel point névralgique d'une entreprise ? Comment caractériser, par exemple, la grève des types chez Total il y a quelques semaines, n'est-ce pas, qui avaient privé la France entière alors qu'ils étaient 15 ? Comment caractériser cela, sinon comme une façon d'imposer les vues d'une fraction agissante contre un ensemble dont la passivité ne permet pas de savoir ce qu'ils pensent vraiment ? N'est-ce pas une négation de la majorité potentielle ? Pourtant, nul ne songe sérieusement, et c'est heureux, à remettre en cause le droit inaliénable de grève, malgré les dérives auxquelles il peut mener, malgré la représentativité syndicale hyper minoritaire dans bien des secteurs économiques. Ces minorités agissantes font partie de la tradition française de lutte sociale. Pour un peu, nous pourrions même dire qu'elles font partie du système social à la française. Élargissons le spectre. Le Parlement est supposé représenter la volonté populaire. Le Parlement est la légalité et il se veut être la légitimité. Les outils modernes de sondage d'opinion montrent pourtant parfois le décalage qui peut exister à un instant donné entre le peuple et ses représentants, qui dès lors détient la légitimité, qui est la majorité, qui est la minorité. Au-delà de ce dilemme, remettons-nous en mémoire des épisodes politiques bien symboliques en remontant le temps, je ne les ai pas pris trop récemment de façon à éviter les polémiques stériles. 1984, projet Savary qui prévoit d'intégrer les écoles privées dans un grand service public de l'enseignement. Le président Mitterrand retire le projet de loi devant une manifestation d'un petit million de personnes, même ordre de grandeur que celle plus récente contre le mariage pour tous, qui lui sera maintenue. Que représentaient les manifestants? Quelle était la majorité à l'époque, dans les deux cas? 1981, on remonte un petit peu en arrière encore. Alors même que les Français sont dans leur majorité favorable à la peine de mort, il existe au Parlement depuis des années une majorité favorable à son abolition. Les tentatives parlementaires pour s'en faire ont toujours jusqu'alors buté sur la volonté gouvernementale de flatter l'opinion publique. En septembre cette année-là, sous François Mitterrand, le même Mitterrand, est enfin voté la loi qui l'abolit à une majorité écrasante, alors que 63% des Français se prononcent pour son maintien, qui était majoritaire, qui était légitime. Qu'est-ce qui fait que dans ces deux cas, le même président de la République, François Mitterrand,
fasse passer une loi alors qu'il sait aller contre l'opinion publique majoritaire, dans le cas de la peine de mort, et que dans un autre cas, dans le cadre du service des écoles, le service unique d'enseignement, il cède devant la même opinion supposée. Effet des scrutins majoritaires qui se rapprochaient en 84, on n'était pas loin des élections législatives, 81, il venait d'être élu, peut-être, mais les scrutins proportionnels ont aussi leurs travers. Les groupes très minoritaires peuvent être en situation de faire ou défaire des majorités et d'imposer leur vue au Parlement ou en négociation préalable à la fusion des listes. Comme disait Charles Pasqua, on ne pèse en politique que par son pouvoir de nuisance. C'est malheureusement vrai. Récemment, des référendums ont interrogé encore sur cette notion de légitimité. En 2005, le célèbre référendum qui aboutit au rejet du projet constitutionnel européen, le célèbre Maastricht, alors que les parlementaires étaient pour. À preuve, l'adoption d'un texte à peine remanié quelques temps plus tard, qui était légitime? Le peuple ou le Parlement? Plus récemment, le référendum sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui donne un résultat qui approuve la construction de l'aéroport. Le gouvernement finit par ne pas en tenir compte et arrêter le projet. Qui était légitime, là encore? Le peuple, à qui on a demandé son opinion par référendum, ou le gouvernement après? Rien de nouveau, me direz-vous, mais le paysage est en train de changer du tout au tout. Cette interrogation permanente sur ce qui est légitime, et qui était plus un exercice de style pour politologues, frappe depuis peu le sommet de l'État. Jamais, autant que pour Emmanuel Macron, on aura entendu parler du score minoritaire d'un président de la République au premier tour d'une élection. Pour tout le monde, il est le plus mal élu, le plus minoritaire, et pourtant. Avec en gros ces 20% d'inscrits au premier tour, 20% des inscrits, je ne parle pas des votants, hein, avec en gros 20% des inscrits au premier tour en 2022, il fait mieux que Chirac en 95 ou 2002. Avec presque 10 millions de voix, en gros, 9 800 des poussières. Il recueille 2 millions de voix de plus que François Mitterrand au premier tour de 81 et presque autant que Hollande en 2012. Pourtant, ni Chirac, ni Mitterrand, ni Hollande n'ont été considérés comme des présidents minoritaires, encore moins illégitimes, ce que ne cessent de reprocher les oppositions au président actuel. C'est malheureusement un fait. Rappelons-nous, puisque nous sommes à une adresse dédiée à Salvador Allende, que c'est exactement cette illégitimité qui lui fut reprochée après son élection. Il avait recueilli un gros tiers des voix exprimées. 2 tiers des Chiliens ayant voté contre lui, pour d'autres candidats, ce qui justifia le coup d'État de Pinochet. Mais tout cela n'est que péripétie, que joute politique. À la question de savoir qui détient la majorité, qui est légitime, se superpose une autre problématique, celle du fait minoritaire dans la société et de son pouvoir. La négation de la légitimité de la représentation nationale porte en elle les germes du chacun pour soi, érigé en seule légitimité. La satisfaction de l'intérêt particulier passe devant l'intérêt général. L'opinion personnelle l'emporte sur toute autre considération, rendant pour le moins délicate la transmission de la laïcité qui présuppose, bien entendu, le respect de l'autre. L'individualisme contre l'universel. Depuis que le sociétal a pris le pas sur le social, le monde n'en finit pas de se découper en rondelles. Il n'est de société qui ne puisse être réduite en éléments de plus en plus fins pour permettre leur étude. Aboutir ainsi de découpage en découpage à l'individu ne permet pas aisément de photographier la société et la tentation est grande dès lors de vouloir mettre les gens dans des petites cases, qu'il s'agisse d'études marketing ou de sociologie. Il faut des esprits forts pour refuser une telle segmentation. Fort heureusement, il en existe et nous sommes supposés apprendre à ne pas nous laisser enfermer, à ouvrir les yeux et l'esprit. Pour une Rachel Kahn qui se dit additionnée en reprenant Romain Gary et refuse de se faire enfermer dans une petite case. Pour une Delphine Orwiller qui proclame en gros « Comment me définir ? Suis-je une femme, une juive, un rabbin, une épouse, une quadragénaire ?» et de poursuivre ses titres et qualités qui permettraient de la classer pour terminer par affirmer qu'elle est elle-même et refuse elle aussi de se laisser enfermer. Pour ces femmes exemplaires donc, combien existe-t-il de personnes arborant tel ou tel drapeau catégoriel pour pouvoir se définir? Nos sociétés individualistes, déconstruites, intersectionnelles, mènent ainsi naturellement au communautarisme par rejet de l'universel. La croyance en la supériorité de l'universalisme, condition essentielle de la laïcité, est indissociable de la perception par tous de l'égalité et de l'équité dans les grands domaines régaliens, éducation, justice, santé. Ce n'est hélas pas toujours le cas aujourd'hui, d'où la tentation de certains de se tourner vers une communauté repliée sur elle-même, dans l'idée qu'elle défendra mieux les intérêts de l'individu que la République ne le fait. Les réflexions de Tocqueville sur le risque de tyrannie de la majorité trouvent là leur aboutissement. Protéger les minorités à l'heure de l'individualisme devient une tâche complexe, puisqu'il faut protéger les individus
Protégeons-les à travers les groupes, les communautés dont ils font partie. La segmentation est en œuvre, l'universel est remis en cause, l'autre est au mieux un gêneur, au pire un ennemi, qu'on est loin de la laïcité et de la liberté de conscience. Le communautarisme et le multiculturalisme portent en eux les ferments de l'éclatement de nos sociétés. On a trop tendance à ne voir là qu'une forme de l'influence américaine sur nos sociétés. Le melting pot mythique qu'on nous apprenait quand j'avais 12 ans au lycée a été remplacé par le communautarisme. C'est faire fi de ce que nos penseurs ont pu écrire et l'influence qu'ils ont pu avoir sur les penseurs américains avant que ces courants de pensée ne nous reviennent exaspérés en boomerang. Les Américains ont d'ailleurs un nom pour cela, ce que nous appelons la cancel culture ou le woke. Ils appellent ça la French Theory, y englobant les intellectuels comme Foucault, Derrida, Deleuze, bien entendu sans oublier Alain Touraine, dont l'impact sur l'évolution de la sociologie est certain. La société est déconstruite et ne s'analyse plus dans des rapports de classe, mais de groupes juxtaposés. Seul compte l'identité du groupe et l'image que s'en font ses membres. C'est la conscience d'une identité partagée qui l'emporte sur les rapports de classe. On ne parle plus de classe, encore que, mais on parle des jeunes, on parle des femmes, on parle des homosexuels, on parle des beurs, on parle des trans. L'archipel français de Jérôme Fourquet n'est pas loin, mais les territoires perdus de la République de Jean-Pierre Aubin ne sont pas loin non plus. En l'adoptant et en l'adaptant, les Américains ont ajouté à la French Theory la dimension politique qui lui faisait défaut, et nous n'avons strictement rien gagné dans cet apport. Il y a quelque temps, le mouvement social considérait l'avenir comme une société meilleure, organisée, responsable. La lutte des classes visait à amener le prolétariat vers une certaine moralité plus haute, la vertu au sens propre du terme. A contrario, un mouvement comme celui des Gilets jaunes, constitué souvent de classes moyennes paupérisées, a vu l'émergence de violences convergentes avec celles des nihilistes des Black Blocs, suivie de la désignation de boucs émissaires bien connus, les politiques, les francs-maçons, les juifs. Dans ce mouvement social déconstruit, on n'avait plus que la juxtaposition d'intérêts catégoriels sans fondement global, le comble ayant été atteint lors de la dernière manifestation où j'avais remarqué un meneur qui se réjouissait du fait que les patrons des discothèques les avaient rejoints. Donc là, on atteignait quand même le summum. L'universalisme marxiste, comme l'universalisme chrétien et d'abord catholique, sont battus en brèche, passés de mode. L'individualisme qui fait table rase de la pensée universelle mène dans ce processus inexorablement au pire des communautarismes à géométrie variable. On peut toujours trouver une catégorie prétendue opprimée à laquelle on se rattache au gré de son humeur du jour. Soyons tranquilles, il ne manque pas de faux prophètes pour identifier pour vous la catégorie opprimée à laquelle vous pouvez vous rattacher, pour vous enfermer dans une culture qui devrait être la vôtre. Le terreau est alors fécond, dans lequel peuvent naître toutes les frustrations, d'où pourraient jaillir toutes les violences, et d'abord les plus extrêmes. Cela ne demande qu'à profiter à un autre universalisme importé, présenté comme salvateur, contre le délitement de notre société impure. Le balancier ne revient pas forcément au bon endroit en matière politique. Notre belle laïcité, notre belle liberté de conscience, le respect de l'autre est bien loin de cette évolution. Quelles sont les formes émergentes de ces dictatures de minorité ? Le multiculturalisme ayant été érigé par beaucoup en norme de nos sociétés modernes, profitant de notre propension à l'autoflagellation savamment entretenue, le respect de l'autre peut prendre des formes aux effets pervers, menant tout à une forme de dictature des minorités. Le politologue Raymond Boudon, dans une communication de 2010, voyait le fondement théorique de la tyrannie des minorités dans la fameuse loi d'Hérin de l'oligarchie, et que selon laquelle les gouvernements des nations démocratiques tendent à céder à l'action des groupes de pression plutôt qu'à l'opinion publique, parfois désignée sous le vocable de majorité silencieuse. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver ce que j'appelle la courtoisie délétère. Si vous recevez un ami juif ou musulman, vous ne lui servirez pas de porc ni d'autres éléments interdits si on les connaît, à moins de savoir qu'il en consomme. C'est une question évidente de courtoisie. Ce principe appliqué à la collectivité a des effets surprenants. Vous organisez une fête de quartier ou d'association, vous constatez qu'une catégorie de personnes ne se jette pas sur les merguez et les chipolatas qui grillent sur le barbecue. Vous comprenez que vous n'avez pas acheté de merguez halal. L'année suivante, vous prenez vos précautions en choisissant votre approvisionnement. Nouvelle déception, ces merguez halal grillent sur le même barbecue que les chipolatas de porc. L'année suivante, vous supprimez les chipolatas. Tout le monde mange halal et ça va très bien. Ce glissement fait que dans beaucoup de catalogues de fournisseurs de canapés pour cocktails, on ne trouve pour ainsi dire plus de porc. Les collectivités utilisatrices ne voulant pas prendre de risques, les fournisseurs non plus, exitent les buffets campagnards qui furent longtemps la norme de toutes les cérémonies patriotiques. En milieu scolaire, les effets sont pires.
Ne connaissant pas la religion des enfants, et c'est heureux, certains jugent au faciès et obligent les élèves à consommer les plats de leur culture supposée. Avec certaines réflexions, telles que rapportées par Jean-Pierre Robin dans son dernier ouvrage, « Ah non !» dira-t-on à un gamin, ce plat est interdit aux musulmans sans savoir s'il est vraiment musulman, ou l'inverse. À force de respecter un multiculturalisme normé, on encourage une césure mortifère pour la République qui fait le lit, par exemple, d'un islamisme outrancier par nature. On essentialise des enfants malgré eux. Comment s'étonner ensuite qu'une religion étant quasi officialisée dans les cantines, le souhait soit de reconnaître aussi ses dogmes réels ou supposés dans les tenues vestimentaires ou dans les programmes scolaires. Que dire du maire de Lyon, qui refusait de participer à une cérémonie catholique avec raison et célébrait ensuite en grande pompe la construction d'une mosquée? Comment ne pas se rapprocher cette démission devant la différence de la décision il y a des années du maire de Strasbourg qui supprimait le poisson du vendredi par respect de la laïcité, mais introduisait des repas sans porc par respect de la diversité, la même municipalité de Strasbourg qui ajoutait l'an passé à la journée contre le racisme et l'antisémitisme le terme fourre-tout d'islamophobie, comme si on pouvait assimiler la critique d'une religion à la haine d'un peuple qui fit tant de victimes, et enfin encore dans notre pays. Que dire de ces penseurs s'affirmant de gauche, expliquant sérieusement que la loi de 1905 avait été faite pour contrer l'oppression de l'Église sur le peuple? Tout à fait d'accord. Mais qu'aujourd'hui les opprimés, ce sont les immigrés musulmans, et que donc il convient de les défendre, menant aux pires concessions bien souvent teintées d'électoralisme. L'islamisme politique est minoritaire chez les musulmans, très minoritaire. Les musulmans étant eux-mêmes minoritaires dans notre pays. Mais de concession courtoise en concession courtoise, on en arrive à accorder des droits dérogatoires du droit commun à une minorité islamiste très active et très apte à manipuler la courtoisie. Ça va des créneaux féminins dans les équipements, aux salles de repos pendant le ramadan, qu'importe, si l'essentiel des personnes de culture d'origine musulmane ne cherchent qu'à s'assimiler dans le creuset de la société française, en étant ainsi courtois avec une minorité dans la minorité, on transforme les usages de cette minorité islamiste en une norme obligatoire de fait pour l'ensemble des musulmans. Une fois de plus, on essentialise, on assigne les gens à ce qu'ils sont supposés être, leur niant une liberté de conscience. Comment ensuite s'étonner de la montée des thèses islamistes chez les plus jeunes? Le séparatisme n'est pas loin. La police de la pensée. La défense des minorités passe par des excès de plus en plus nombreux, jouant souvent sur la bonne vieille tendance française à l'autocritique. On en arrive aisément à accepter tout excès d'une minorité, sachant se draper dans un antiracisme bien naturel mais dévoyé. Un exemple en fut la manifestation contre le racisme, sous prétexte d'un hommage naturel à George Floyd, se transformant en manifestation pour la défense de la mémoire d'Adama Traoré dans le cadre d'une affaire pour le moins trouble. Mais on peut classer dans cette catégorie toute tentative de réécriture de l'histoire selon le double éclairage de la repentance et des valeurs contemporaines, au bénéfice, il va sans dire, de minorités s'estimant dépositaires de préjudices subis par d'autres il y a des siècles. Le catholicisme a beau l'avoir aboli depuis Vatican II, la responsabilité collective a de beaux jours devant elle. Le racisme, l'esclavage sont des domaines parfaits pour cela, surtout si on ne les étudie que partiellement, à seule fin de conforter des revendications très actuelles au moyen d'anachronismes bien pratiques. Le crâne, les indigènes de la République ou autres, que l'on retrouve bien souvent aussi dans les sphères islamo-gauchistes, sont experts dans cette manipulation de l'histoire. Colbert, Voltaire, Napoléon, mais aussi paradoxalement Victor Schœlcher en ont fait l'effet successivement. Leur mémoire doit être absolument vouée aux gémonies. Penser autrement est érigé en crime. Comment défendre le racisme? Comment défendre l'esclavagisme reconnu comme crime contre l'humanité? Grâce à ces mots à la force évidente, toute revendication devient inattaquable, toute réflexion est close. Police de la pensée. L'antiracisme mène bel et bien au racialisme qui lui-même ramène au racisme, au rejet de l'autre, au refus de la liberté de penser. Les illustrations ne manquent pas, c'est les listes de lecture d'été à Sciences Po où l'on ne trouve que des livres reprenant les thèses racialistes importé d'outre-Atlantique, la mise au pilori d'un prof de Grenoble qui ne faisait qu'appeler à une mise en situation du terme islamophobie, rejet dans la même école d'une conférence sur les violences sexuelles parce que pinkwashé, l'éviction d'une prof de danse récemment encore à Sciences Po pour une histoire sordide à peu près aussi idiote. Pour certains guides de la pensée, l'islamo-gauchisme n'est pas scientifique, peut-être, mais l'islamophobie l'est, à les comprendre. La liberté de penser est bridée par une véritable police bien proche des fonctionnements maoïstes ou Khmer Rouge, et dire que l'UNEF à la manœuvre n'a même plus 1% d'adhérents. Le règlement des Oscars pour 2024 a attiré mon attention, là c'est assez extraordinaire. On y trouve en vrac qu'un des rôles principaux doit être tenu par un représentant de minorité visible.
où 30% des acteurs doivent être issus des catégories sous-représentées. Les femmes, estimer que les femmes sont des minorités, je vous laisse juger, hein, c'est un autre sujet. Les femmes, les groupes raciaux, LGBT, les personnes handicapées, etc. Où le thème du film doit concerner ces personnes. Les mêmes contraintes existent pour l'équipe technique du film. Cela peut passer pour totalement extravagant, c'est pourtant parfaitement en phase avec toutes les théories américaines actuelles et finira, si on y prend garde, à être adopté en France pour les Césars. Rêve américain oblige. Il suffit de lire, par exemple, les déclarations idiotes d'Ibrahim Mahalouf sur le manque de diversité dans les grands orchestres symphoniques, comme si la couleur de la peau ou l'origine pouvait avoir une incidence sur le choix de concours d'instrumentistes qui sont faits totalement à l'aveugle, pour en voir les prémices, comme la censure récente ici ou là du ballet Casse-Noisette, supposé coupable d'un racisme fantasmé par une lecture hors contexte. Ne croyons pas que cela soit si loin de nous. Sans même parler du pire clientélisme dans certaines villes à l'implantation islamiste forte, qui de nous ne connaît une liste au municipal de l'an passé où le critère de choix de certains colistiers n'a été que l'appartenance raciale ou religieuse? La cancel culture ou le woke, l'effet pervers des réseaux sociaux, ou plus exactement un des effets pervers, est l'effet multiplicateur potentiel de ce café du commerce à l'échelle mondiale. Les minorités actives peuvent aujourd'hui fausser le fonctionnement de la démocratie en utilisant intelligemment les réseaux sociaux. Les informations négatives sont beaucoup plus reprises que les informations positives. Des infox, fake news comme on dit, sont bien faites, sont reprises 10 fois plus que les démentis et surtout leur survivent durablement. Le complotisme est ainsi favorisé. C'est comme ça. Les médias sérieux, qui font leur métier en informant aussi objectivement que possible, contribuent involontairement à la notoriété d'un mouvement initié par une minorité, surtout si ce mouvement comporte des actions spectaculaires, des blocages, des incendies, sinon c'est pas drôle. Mais ils deviennent à leur tour, vous savez, c'est le principe du sang à la une, hein, mais ils deviennent à leur tour des cibles des minorités actives sur les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas assez objectifs à leurs yeux, pas assez dociles, dirons-le. Qu'est ce comportement si ce n'est une forme de dictature d'une minorité ? Qu'une personne déplaise à un groupe et ce dernier peut sans difficulté, sous prétexte aisé de libération de parole, harceler cette personne, éventuellement au moyen de robots sur les réseaux sociaux, et inciter d'autres à la critiquer ou la harceler. Si vous n'adhérez pas à la clause de ce groupe, vous êtes complice de ce qu'il dénonce, même si cette dénonciation est marginale et le fait d'une toute petite minorité, voyez le 1% de l'UNEF, l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux, l'anonymat qu'il peut garantir est dévastateur. Ce qui s'est passé récemment au festival de BD d'Angoulême contre un dessinateur qui a peut-être fait des dessins qui n'étaient pas très bien vus, a été exactement de ce principe. C'est parti comme ça, et le type a été démoli. Bref, c'est le principe de la cancel culture. Principe porté par le mouvement woke qui se veut vigie et juge, éveillé, de ce qui est bon ou n'est pas bon. Si cette pratique est inquiétante, c'est que sous prétexte de l'édification d'un monde meilleur, but fort respectable, sur des sujets sociétaux, but mis en avant par un groupe ou une communauté, cette pratique postule que la fin justifie les moyens au prix de dérives évidentes. En se cachant derrière une attitude vertueuse, le risque de la cancel culture est de se substituer à la justice, tout en empêchant toute forme de contre-discours, toute liberté de pensée et de conscience, sauf à prendre le risque non négligeable de devenir soi-même victime. En cela, elle s'apparente clairement à une forme de dictature intellectuelle minoritaire. La philosophie du bien du mouvement woke n'est pas sans rappeler la phrase de Roland Barthes sur le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Comment, dans un système où l'opinion différente est bannie, pourrions-nous promouvoir un principe de liberté de conscience et de laïcité ? Toutes ces formes de dérive, d'émergence de dictatures de minorités, rebondissant sur les querelles majorité-légitimité inhérentes à la vie politique, mettent à mal l'universalisme républicain qui nous est cher. Ne nous voilons pas la face. Les mouvements extrémistes et populistes ne rateront pas l'occasion de fédérer certains, au moins, de ces agissements minoritaires au profit de leur propre vocation universaliste, bien éloignée de la nôtre. Et ce n'est pas réellement une prédiction à la Cassandre. Tout récemment, Houria Boutedja, fondatrice du Parti des indigènes dans la République, se vantait, la vidéo traîne partout, que Mélenchon était une belle prise de guerre et qu'il revenait de loin, lui, l'ancien laïcard. Comment mieux illustrer que par leurs propres mots l'opposition entre six systèmes de pensée communautaristes et notre chère laïcité, notre cher universalisme. Les temps changent, le danger des minorités et de leur dictature, à commencer par la nébuleuse islamiste, commence à être ressenti, mais les secteurs de la société et de la politique qui refusent de le voir, qui restent dans le déni, sont encore nombreux. Il y a ceux qui voient le complot partout,
fuyant ainsi la réalité, ceux qui ne voient que le rôle de l'économie, qu'ils soient marxistes ou qu'ils soient libéraux, et nient donc toute importance aux spiritualités qui bien souvent pourtant mènent ces minorités et interdisent de fait les autres spiritualités. Il y a enfin ceux qui pensent que l'amour ou une baguette magique va ramener la concorde universelle. Tous ceux-là sont ailleurs, dans leur bulle. Partout, heureusement, dans le monde, de l'Occident à l'Orient, en passant par les pays musulmans, des démocrates se lèvent et crient leur refus de ces minorités extrémistes, refusent l'enfermement dans ces petites cases mortifères. Lutter à leur côté signifie d'abord lutter ici et maintenant, en promouvant le principe de laïcité contre les dérives dictatoriales minoritaires, au premier rang desquelles, j'insiste, les dérives islamistes, salafistes, ou des frères musulmans qui s'attaquent de front à nos valeurs universalistes en les morcelant pour mieux construire ensuite leur propre universalisme. En tête de ce qu'il convient de défendre, il y a notre école laïque et républicaine, celle qui accueille tous les enfants sans distinction d'origine ou de religion. On repart à 1881 ou 2, ça y est, j'ai un trou. Celle que combattent aussi bien les racialistes que les islamistes unis dans cette lutte comme dans d'autres. Nos aïeux ont su le faire il y a un siècle dans cette Troisième République dont on célébrait il y a 2 ans le 150e anniversaire. Pourquoi serions-nous moins forts qu'eux face à l'adversité ? Plus que jamais, il convient d'employer des armes éprouvées que cite Jean-Pierre Robin et dans lesquelles tout homme peut se reconnaître aisément. La liberté de conscience, la recherche de la vérité, la transmission de connaissances, la raison. Militer, s'engager est indispensable. Au-dessus de tout, il y a la loi commune, la loi que l'État doit faire respecter, ne pas accepter que des zones de non-droit, que les territoires perdus prospèrent, abandonnés tant par la police que par les services sociaux, et deviennent autant de foyers d'extension d'une maladie communautariste et potentiellement séparatiste. Il est peut-être temps de se rappeler que la République doit appliquer son programme, tout son programme et toute son histoire. L'article 1er de la Constitution dispose, comme on l'a vu, que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle respecte toutes les croyances. Si l'on rapporte fort logiquement la liberté de conscience au caractère laïque de la République, il sera tout aussi légitime de souligner que ce caractère n'est pas isolé et qu'il est solidaire des 3 autres, l'indivisibilité, la démocratie et l'aspect social. L'un qui a précédé dans l'histoire, les 2 autres qui l'ont suivi. La laïcité et la liberté de conscience seront d'autant mieux comprises et stimulantes qu'elles seront rendues à l'écosystème politique dans son intégrité. Comme le dit Catherine Kinsler en substance, la laïcité est une propriété de l'association politique, mais elle n'est pas une propriété des citoyens. C'est cette propriété de la République qui, par contre, permet aux citoyens de s'épanouir dans le triptyque de la devise. La liberté est la fin que le citoyen poursuit en consentant à entrer dans l'association politique, dans la République. L'égalité est l'opérateur qui rend cette fin possible par une législation applicable à tous. La fraternité, enfin, est l'effet moral de cette opération. Chaque citoyen s'y découvre lui-même comme sujet libre et voit alors autrui dans le même rapport. Au fond, il ne s'agit rien d'autre que de poursuivre le combat des Lumières, de Voltaire et de Condorcet, avant eux celui de Descartes et de Spinoza. La laïcité en est née, ne la laissons pas enterrer. La lutte contre l'obscurantisme et le fanatisme n'est jamais achevée. Le combat entre d'une part le fanatisme, l'ignorance, l'hypocrisie et d'autre part l'amour de l'étude, la loyauté et la tolérance n'est pas qu'un passage de certains textes philosophiques, il est cruellement d'actualité. Là est l'enjeu, privilégier ce qui rassemble et refuser ce qui divise. Sans cela, la dictature des minorités, obstacle incontestable à la laïcité, prospérera, car elles savent très bien que seule la laïcité peut annihiler leurs effets dévastateurs. Et pour terminer sur une autre citation, citons Laurent Bouvet, dont la voix hélas s'est éteinte. Ce qui nous est commun a plus d'importance et de valeur que ce qui nous est propre, identitaire et immédiatement avantageux. C'est le choix politique que nous avons à faire aujourd'hui, ensemble. Puissent nos élus, nos politiques en prendre conscience. Parlons laïcité, le débat. Alors, je partage complètement votre point de vue sur la dictature des minorités qui met à mal donc la concorde universelle. Je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, je voulais connaître votre point de vue sur donc un phénomène de la cancel culture où, par exemple, on va déboulonner, puisque c'est quand même l'exemple type de la cancel culture, où on va déboulonner une statue qui est quand même l'emblème même d'une forme de racisme, comme ça se passe aux États-Unis, où j'ai en tête l'exemple de Franklin Roosevelt face à un musée où en fait il a un Amérindien à côté et un homme noir de l'autre côté,
où en fait cette statue qui était encore existante il y a peu de temps, en fait certaines minorités passaient devant tous les jours en rappelant un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire un racisme latent, voilà. Et puis que dire de certaines statues qui finalement d'un côté rapprochent des extrêmes. Par exemple, toujours aux États-Unis, puisqu'on a beaucoup d'exemples aux États-Unis, un général sudiste qui, au final, rapproche et fédère finalement une certaine catégorie d'individus qui seront, faut dire les choses, racistes. Et donc, là aussi, on crée du communautarisme, c'est-à-dire des racistes face à des antiracistes. Et moi, mon point de vue, c'est qu'il y a certains exemples dans la cancel culture où on ferait mieux de déboulonner les statues. On parle d'autre chose et puis ça met tout le monde sur un même piédestal, j'ai envie de dire. Oui, le problème, si vous voulez, on est tous tentés à un moment donné de dire ça, c'est pas normal qu'on élève une statue à tel type parce que c'était un salopard, ou parce que ça existe en France, c'est pas normal qu'on donne une rue à tel bonhomme parce qu'en fait on s'est aperçu que c'était un eugéniste ou que c'était un raciste terrible, etc. Oui, c'est une tentation qui existe. Le seul problème, c'est que de proche en proche comme ça, compte tenu de l'évolution des pensées aujourd'hui, des pensées de demain, peut-être, on estimera que telle ou telle personne dont vous avez également élevé une statue et qui vous semblait normale aujourd'hui sera normale après-demain et qu'on la supprimera. Ce qui fait qu'on va être amené de proche en proche à supprimer toute la statuaire mondiale, à peu de choses près. Si vous faites le tour de toutes les statues, et notamment des politiques ou des chefs de guerre dans le millénaire qui est passé, il est clair que compte tenu de l'évolution des pensées, vous allez pouvoir leur trouver des propos racistes ou des actes racistes. Ça, c'est évident. C'est évident et c'est logique, parce que ça correspond à la pensée de l'époque. Parce que l'époque était comme ça. N'oubliez pas les débats qu'il y a eu entre je sais plus trop qui et je sais plus trop qui pour savoir si les Indiens d'Amérique du Sud avaient une âme ou n'en avaient pas. Si vous voulez, on est dans ce genre de choses. N'oubliez pas que les Juifs ont été considérés jusqu'à Vatican II comme étant responsables collectivement de la mort du Christ. Ce qui a permis de justifier des tas de choses aussi. Si vous voulez, notre société en perpétuelle évolution, dans le bon sens, admettons le bon sens de l'évolution historique, gardons-nous quand même de juger ce qui s'est passé il y a 500 ans à l'aune de notre système de pensée actuel et de nos valeurs aujourd'hui, qui sont bien entendu meilleures. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'époque de l'esclavage, ce genre de choses, mais qu'il faut bien faire attention. Alors dans certains cas de figure, certes, le conquérant avec des esclaves autour de lui, etc., c'est pas bien, mais je vous rappelle qu'on a tous été les esclaves à un moment donné. Les Gaulois étaient esclaves pas tous bien entendu, mais ont été réduits à l'esclavage par les Romains. Bon, moi, tiens, je vais vous raconter mon histoire personnelle, histoire de rigoler. Je suis corse, pas comme François-Joseph. N'oubliez jamais. Lui, il est du Sud, moi du Nord. Et il se trouve que dans mes ancêtres, j'avais un pêcheur de corail, qui était allé s'installer sur une petite île de la Méditerranée qui s'appelle Tabarka. C'est plus une île, maintenant c'est une presqu'île, mais à l'époque c'était une île. Cette île a été convoitée par les Anglais, les Français, enfin c'est une île génoise qui était convoitée par les Français, les Anglais, les Espagnols, par un petit peu tout le monde. Et donc, voyant que le pouvoir de Gênes commençait à tomber, les premiers qui sont décidés à piquer l'île, c'est les Turcs. Donc les Ottomans ont piqué l'île. En plus, c'était pratique, c'était juste à côté de la Tunisie. Et donc, bien entendu, ils ont réduit tout ce petit monde en esclavage, dont mon ancêtre. Ce qui fait que j'ai un ancêtre qui a passé ensuite quelques années, entre guillemets, années dans les bagnes à Tunis, puis à Alger. Il a épousé une nana, il a fait des gosses, et un de ses gosses a décidé de revenir en Corse, et donc ensuite a fait souche et a donné mon arrière-arrière-grand-mère, etc. Donc je suis un descendant d'esclaves. Bon. C'est comme ça. C'est pas pour autant que je vais en vouloir aux Tunisiens.
C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'histoire. C'est l'histoire, les rapports étaient ce qu'ils étaient. Donc j'ai peut-être un ancêtre qui est en statut, enfin non, parce qu'ils s'en vendent plus maintenant, mais en statut à côté du dais de je sais pas où, comme exemple de leurs prisonniers de guerre. C'est comme ça. Vous savez, il y a un exemple qui est pire encore, qui est le déboulonnage souhaité des statuts de Colbert. Le célébrissime Code Noir, dont vous avez tous entendu parler, vous avez tous entendu parler du Code Noir. Alors là, je vais vous choquer. Le Code Noir était un progrès. Comprenez bien que c'était un progrès. Le Code Noir précisait les règles avec lesquelles on devait traiter les esclaves, qui étaient grosso modo les mêmes que les règlements qui s'appliquaient sur les bateaux. C'est-à-dire que grosso modo sur un bateau, le commandant du navire avait le droit de vie et de mort sur son équipage à l'époque. Une mutinerie ou un marin qui faisait pas son boulot correctement, on le balançait à la baille. L'histoire du type qu'on menait sur la passerelle avec un sabre et qu'on faisait tomber dans l'eau, c'était relativement vrai. Donc paradoxalement, le Code Noir a été fait pour limiter les excès des propriétaires d'esclaves. Bien entendu, quand on le regarde d'une façon brutale, c'est dégueulasse, c'est pas bien, donner les peines, etc. C'est pas, sachant qu'on parle d'êtres humains, hein, c'est pas quelque chose qui est correct vu de nos jours. Mais replacé dans le contexte, le paradoxe, c'est que le Code Noir a été un progrès par rapport à ce qui se passait. Donc, faut faire attention à tout. C'est pas une raison pour dire que ce qu'on faisait aux esclaves était parfait. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais faut relativiser un certain nombre de choses et éviter de regarder à l'aune de systèmes de valeurs ce qui s'est passé il y a 2 siècles ou 3 siècles qui correspondait à quelque chose de totalement différent. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des statuts de connards que je verrais bien par terre. Alors, je voulais dire 2 choses. La première, c'est que je souhaite vous remercier pour 2 choses, principalement. La première, c'est que on ne dit pas assez. Moi, j'ai fait quand même des études de droit. J'ai été avocat pendant 40 ans, donc je crois que les libertés publiques, j'en ai quelques idées. Je crois qu'on ne dit jamais assez que la liberté de conscience peut être regardée par rapport aux autres libertés publiques comme une liberté souveraine. D'ailleurs, une liberté qui permet aux autres de garder de la cohérence parce qu'elles sont ensemble coiffées par cette liberté de conscience. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est un enrichissement pour nous. Enfin, moi, je le reçois comme un enrichissement parce qu'on m'a jamais enseigné ça, et à le réfléchir même à toute vitesse, on voit bien que ça a une grande cohérence et que c'est très, très intéressant, et que sur ce point-là, je me suis tout à fait reconnaissant. Deuxième point, presque aussi reconnaissant, mais parce que c'est quelque chose, non pas qui est intéressant tellement à creuser, mais quelque chose qui est complètement, à mon avis, négligé. C'est cette phrase que vous avez vue à toute vitesse: la République ne sait absolument pas ce qu'est une religion. Et ça, je pense que c'est un apprentissage considérable. La religion, la République n'a rien à en dire. La religion, c'est éventuellement ce que tel ou tel groupe de personnes veut en faire, mais ce n'est pas une prédéfinition qui s'appliquerait à tout le monde. Et je pense que sur ce point-là aussi, on aurait des avantages considérables à ce que cette idée, que cette conception soit davantage divulguée et justifiée, expliquée et défendue. Et sur ces 2 points, tout à fait content de vous avoir écouté. Et puis une 3e chose, et c'est quelque chose que peut-être vous auriez pu nous développer mieux. Moi, j'ai été enchanté de voir partir le précédent ministre de l'Éducation, qui a trouvé le moyen, dans les 3 semaines qui précédaient son départ, de participer à un travail, paraît-il, universitaire sur le wokisme. D'ailleurs, c'est cette façon de prétendre qu'on peut imposer à la recherche en sciences sociales des limites, et qu'on peut dire à des gens qui font de la recherche en sciences sociales: vous nous racontez des âneries, vous nous racontez des choses qui ne sont pas avérées, vous nous racontez des choses qui peuvent être d'un revers de main considérées comme négligeables. Sur ce point-là aussi, le fait que vous preniez la parole et que vous nous la preniez en nous disant des choses sur le wokisme, en nous disant qu'il faut se méfier de cette façon dont on prétend dans une société instruite se méfier
de la recherche, de l'intelligence, du travail de l'intelligence sur le social. C'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose qui est insuffisamment dénoncé, et je pense que vous nous avez aidé sur ce point-là à nous mettre sur la piste, et moi je vous suis reconnaissant pour ces 3 choses au moins. Merci pour ce que vous venez de dire, en tout cas. Merci, parce qu'en règle générale, quand les gens commencent à dire j'ai 2 choses sympathiques à dire, on attend la 3e qui en général permet de démolir le conférencier. Non. Mais là, merci. Rien envie de démolir du tout. Je vous remercie beaucoup. Merci, je vois les questions. Ce sera juste une petite pause parce que j'ai envie qu'on demande à Jean Cry, notre dessinateur caricaturiste, qui donc nous fait des dessins politiques, des dessins de presse, qui nous dise ce qu'il a vu et qu'on voit ce qu'il a pensé, puisque dans les dessins, on voit de la pensée en mouvement, et ça m'intéresse beaucoup de l'entendre et le voir. Bien. Alors, en termes de dessin, justement, alors je vais pas tarir d'éloges, puisqu'il a déjà eu tout ce qu'il voulait, notre intervenant. Et au-delà. Donc, un dessin, pour prendre un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est sur la liberté de conscience, justement, qui est quelque chose qu'on a dans sa tête, voilà. Donc là, je représente un homme dans une prison, avec une bulle où, justement, il voit le ciel, l'horizon. Il a un boulet, et en haut, il y a écrit donc liberté de conscience. Et lui, il répond libre dans sa tête. Voilà, puisque je reprenais ce qui avait été cité tout à l'heure. Un autre, toujours autour du wokisme. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours raconter plein de choses sur le wokisme. Donc là, c'est un formulaire à remplir. Wokisme, choisis ta communauté. Et puis, il y a plein de choix. Il y a blanc, noir, un peu. Noir, moyen. Noir, noir. Jaune, moins jaune. Rouge, LGBT, LGBT+, roux, blond, brun. Et puis, il y a un monsieur qui est tacheté et qui répond, zut, j'ai pas la bonne case. Puisqu'en fin de compte, c'est ça, c'est toute une histoire de cases. Un autre dessin, donc justement, puisqu'on voit bien que le wokisme, et comme notre intervenant le disait, c'est communautarisme ou universalisme, puisque ce sont bien les enjeux. Et donc, pour reprendre ce qui était cité tout à l'heure sur les États-Unis, où il y a une manifestation, donc on a Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte. LGBT+ Lives Matter, donc la vie des LGBT+ compte. Gay Lives Matter, Red Lives Matter, il y a des rouges là-bas, White Lives Matter, Girls Lives Matter. Donc ça, c'est une manifestation. Puis vous en avez un qui manifeste tout seul avec un panneau, il met People Lives Matter, et puis il dit je résume. Et puis un dernier dessin sur le wokisme, le droit à la différence, puisque c'est tous les enjeux. Donc wokisme, droit à la différence avec un point d'interrogation. Et puis vous avez un monsieur qui pourrait être Robespierre qui dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et en dessous, il y a écrit le droit à la différence, c'est la différence des droits. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Oui, moi je voudrais revenir sur les statuts qu'on déboulonne, mais aussi sur le wokisme. Ce qui me gêne dans tout ça, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qui se passe, c'est la remise en cause de l'histoire. On est dans la négation de l'histoire. Ça ne s'est pas passé, ou on ne veut pas que ça se passe. Et du coup, on retire les symboles qu'il y a autour. Le problème, c'est que ça laisse libre cours à toutes les théories, toutes les idéologies inimaginables. C'est Poutine qui réinvente l'histoire de ce qui se passe de ce qui s'est passé avec l'Ukraine. On nie l'histoire, y compris on rase, à coup de missile, on rase les immeubles, et ensuite on réinvente l'histoire, et ça passe dans les bouquins scolaires pour les gamins. Même chose, enfin moi c'est déboulonner les statuts, ok, il y en a aussi, moi je déboulonnerais bien, mais la plupart du temps ça se fait sur la base on ne va pas en parler. Sur le racisme, sur l'esclavage. Bien souvent, on entend derrière, oui, mais il ne faut pas en parler. Ça y est, c'est passé. C'est passé, mais on a rasé la statue et on n'en parle plus. Non, parlons de l'histoire. Prenons l'histoire en main. Et moi, je trouve toutes ces pseudo-idéologies extrêmement néfastes, avec toute la liberté à toutes les idéologies un peu puantes qui circulent un peu partout de se mettre en place. Oui, tout à fait.
Tout à fait. La négation de l'histoire est terrible. Il y a eu des choses bien et des choses moches dans notre histoire. Enfin, là, je parle de l'histoire de France, mais on pourrait dire ça de l'histoire de n'importe quel pays ou de n'importe quelle communauté humaine. Il y a eu des choses bien et des choses moches. Mais c'est l'ensemble de ces choses bien et de ces choses moches qui ont abouti à ce qu'on est aujourd'hui, et donc a priori des gens bien. Et on est tous redevables, on est tous héritiers et comptables, mais comptables parce que ça a été fait. De ce qui a pu se passer il y a 2 siècles, il y a 3 siècles. On en est les héritiers, c'est comme ça. C'est comme ça, mais il n'y a pas à en avoir, il n'y a pas à en tirer ni fête et gloire, ni en avoir honte, c'est comme ça. Quand j'étais gosse, vous savez, alors encore une fois, je vais jouer les vieux machins. Au lycée, il paraît que ça avait relativement disparu, parce qu'avec la façon moderne d'apprendre l'histoire, on l'apprenait plus de la même manière. Vous savez, à l'époque, on apprenait l'histoire d'une façon très chronologique. Parce que à partir du moment où on entrait au lycée, on était sûr d'aller jusqu'au bac, etc. Donc on nous apprenait toute l'histoire tranquillement, comme on nous apprenait la littérature tranquillement de siècle en siècle dans la guerre des Michards. C'était un peu le même concept. Et donc à un moment donné, quand on apprenait l'histoire du XVIIIe siècle, on nous apprenait le commerce triangulaire. Moi, je me souviens très bien que je vois des dessins sur le tableau faits par mon prof d'histoire qui expliquait que les marchands d'esclaves, ils partaient de Bordeaux ou de Nantes et puis ils allaient... parce qu'on parlait que des nôtres, hein, on parlait pas des esclavagistes anglais ou espagnols, on s'en foutait, on parlait que des nôtres. Donc, mais on se jetait pas la pierre, on expliquait que c'était comme ça. Nos marchands d'esclaves partaient avec du matériel à fourguer aux Africains et qu'ils échangeaient, une fois arrivés, des armes, des tissus, enfin tout ce qui venait d'Europe, aux rois africains contre des esclaves que ceux-ci avaient été allés rafler quelque part, qui leur mettaient dans les bateaux et qui les ramenaient aux Antilles, où ils les échangeaient à nouveau contre des matières premières intéressantes comme du sucre ou du coton, et qu'ils le ramenaient en Europe. C'était ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Mais on nous l'expliquait sans rien cacher de l'horreur que ça pouvait représenter. Mais ça faisait partie de... voilà, on le disait, quoi. C'était comme ça. À un moment donné, ça a été complètement occulté, on l'a pu raconter aux gosses, ce qui est un tort, parce que ça fait partie de notre vie, c'était comme ça. Les villes comme Nantes ou comme Bordeaux se sont enrichies avec le commerce triangulaire, mais c'est comme ça. C'est malheureusement comme ça. Comme des rois noirs se sont enrichis grâce à la vente d'esclaves. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas une raison pour dire que c'était bien, mais c'est comme ça. Mais il faut admettre que dans notre histoire, il y a des pages très blanches, très belles, et des pages moches. Hélas, dans tous les pays. Oui, merci pour tout ce que vous nous avez dit, parce que j'ai trouvé que c'était très riche. D'ailleurs, bon, voilà, je continue de cogiter. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est, je n'ai pas une vraie représentation de ce qu'est le wokisme. Qu'est-ce que c'est avec woke ? Très franchement, je me demande à quoi ça correspond. Je ne comprends pas ce que c'est que ce que recouvre ce mot. Alors c'est relativement simple. C'est un substantif formé sur le verbe anglais to wake ou awake, c'est-à-dire c'est éveillé. Donc ça présuppose que les personnes pensant détenir une vérité ou à propos d'une communauté quelconque qu'il faut protéger aient une conscience éveillée des problèmes de cette communauté et fassent en sorte qu'on ne leur fasse pas de mal. Donc et qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui pourra être fait contre cette communauté au sens très large du terme, hein, communauté religieuse, communauté raciale, communauté de pensée, communauté des buveurs d'eau, communauté de ce que vous voulez. À partir de ce moment-là, toute critique va devenir un crime parce que vous allez contre l'éveil social que vous avez eu des intérêts de cette communauté. Alors après, on peut trouver 500 exemples débiles. Donc, bien entendu, j'ai pas développé les exemples parce qu'on peut faire une conférence pendant 1 heure de conneries qui a pu se passer. Mais ça peut donner, effectivement, à partir du moment où il y a une communauté de buveurs d'eau, il est scandaleux parce que ça va contre leur intérêt et contre leur essence de poser une bouteille de vin à côté de leur table. Vous voyez ? C'est un petit peu ce type de concept. Je ne suis pas certain qu'il y ait une communauté de buveurs d'eau qui ait protesté contre la présence d'une bouteille de vin, mais c'est un petit peu ça. Et ça va être aussi le fait que seules les personnes vraiment éveillées et concernées par un sujet sont habilitées à en parler. Par exemple, on a eu quelques exemples assez intéressants récemment de traduction, où on expliquait que seule une personne étant dans la minorité dont parlait tel bouquin était capable de la traduire dans telle langue. Donc ça donne des choses assez sympathiques comme ça. Ça a donné récemment quelque chose que
vous avez peut-être vu passer comme ça sans faire attention. Vous savez, il y a une direction interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, le H ayant été rajouté il y a relativement peu de temps, qui existe en France. Cette direction est dotée d'un conseil scientifique qui vient d'être limogé totalement suite à un bordel énorme qui existe entre eux. Un trans qui était dans cette communauté scientifique qui a expliqué décontracté à un autre membre du conseil scientifique qui lui a dit tranquillement, on vous a fait confiance, sous-entendu parce que vous êtes juif, quand vous avez protesté contre l'antisémitisme de telle fresque à Avignon l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire avec Macron avec un nez comme ça, enfin bref, on était parti sur ce type de caricature. On vous a fait confiance à ce moment-là, maintenant faites-nous confiance, si je vous dis que telle action est anti-trans et transphobe, faut nous croire. Faites-moi confiance, moi je peux juger de ce qui est bon ou pas bon pour la communauté parce que je fais moi partie de la communauté, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc on atomise véritablement. Et on ne peut pas, si vous osez, vous qui êtes à l'extérieur, critiquer ou émettre une pensée à la place d'eux, vous n'êtes pas légitime pour le faire. Et si vous n'êtes pas légitime pour le faire, vous ne pouvez pas non plus éventuellement être légitime pour représenter cette communauté. Ce qui fait qu'à la limite, et il y a eu des exemples comme ça, on ne peut pas jouer un homosexuel dans un film si on n'est pas homosexuel. On ne peut pas jouer un musicien noir s'il y avait un personnage, si on n'est pas un musicien noir, etc. On va dans des sectorisations, des segmentations de la société qui sont inimaginables. Alors ça part d'un bon sentiment, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Non, moi je voulais revenir justement sur le fait d'assumer notre héritage culturel. Ça va faire 5 ans que je participe donc aux ateliers de laïcité, etc., etc. Et très souvent, je tiens ce discours-là. Voilà, que notre histoire, elle est faite d'ombre et de lumière. Bien oui. Et qu'on se doit de l'assumer, sans forcément... Parce que j'ai remarqué que le peuple français aime bien se faire juger. Ah oui. Et c'est contre ça que je me bats, quoi. Je veux pas... Et là, après, ce qui est dommage, Marc est parti. Je pense qu'il faisait allusion à Jean-Michel Blanquer. Oui. J'ai trouvé excessivement sévère. Parce que moi, ce que je retiens quand même de Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il a lutter contre l'écriture inclusive. Parce qu'à l'époque, on parlait de wokisme et d'écriture inclusive. Et là, je trouvais quand même que Jean-Michel Blanquer était dans son élément et qu'il a très bien défendu cette... Ouais, je vous comprends, moi j'aime bien Jean-Michel Blanquer. Alors, bon, j'ai pensé en cours de route, un jour j'ai dit à quelqu'un, oui, t'as raison de me dire ce que tu me dis, qui me critiquait parce que je voulais juger, je me souviens plus quoi. J'ai pas été cheval, donc je pourrais jamais être jockey. Bon, ça c'est pour jouer, mais en vrai c'est plutôt compliqué. Mais j'ai une vraie question. Vous avez parlé de différents universalismes. Ça m'a fait penser à... Vous avez parlé de l'universalisme de la laïcité, de la République, et l'universalisme, un autre. Ça m'a fait penser aux différents infinis qui existent en mathématiques. Il y a plusieurs infinis. Alors quand on imagine qu'il y a plusieurs infinis, ça dépasse mes compétences. Mais attendez, on va leur sortir une feuille de papier, on va leur expliquer. Oui. Mais par rapport aux universalismes, donc pour moi, quand on dit l'universalisme, ça comporte l'ensemble des conceptions. Mais en même temps, j'entends bien qu'il peut y avoir différentes conceptions qui se veulent globales et qui se veulent universelles. Mais là, à ce moment-là, on entre dans... Enfin, je commence à répondre, mais je vais donner juste finir ma question. On entre dans la catégorisation. Et c'est ce que vous avez fait quand vous avez parlé. C'était l'universalisme chrétien par rapport à l'universalisme de la République. Si vous voulez, l'universalisme catholique, par définition, catholique veut dire c'est universel. Donc, par définition, le catholicisme a une vocation, se veut être universel, se veut être quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde. C'est la notion même de catholicisme, c'est ce que ça veut dire, c'est universalisme. Donc là, on est complètement dans une forme d'universalisme qui n'est pas forcément celle qu'on peut retenir, nous qui sommes des défenseurs d'un universalisme au sens de la démocratie apportée à tout le monde, etc. De la même manière, le marxisme voulait la fin des nations, etc. On est également dans une forme d'universalisme, et l'islamisme est de par sa notion de religion, est une forme d'universalisme aussi, bien entendu. Maintenant, effectivement, il y a le bon, le pas bon, le moyen bon, voilà, faut savoir un peu à quel universalisme on se réfère. Le mien est un universalisme de démocratie et de liberté de conscience. Alors,
C'est pas simple, parce qu'après, expliquer aux gens que c'est pas parce que c'est l'universalisme que mon régime idéal peut s'appliquer aussi bien aux Chinois qu'au Lapon, c'est pas évident, et c'est pas vrai. Donc, mais ça permet de réfléchir longtemps. Bonjour. Et aujourd'hui, dans nos jours, en général, l'extrême droite défend la laïcité. Par exemple, M. Zemmour, Le Pen, toujours. Ils défendent, ils parlent beaucoup. Cependant, la gauche, ce n'est pas assez défendre. C'est un problème. Normalement, il faut défendre la laïcité par la gauche. Et qu'est-ce que vous pensez? Et la gauche est passive sur le sujet. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous pensez? Merci. Alors moi, je vais être méchant, pas vis-à-vis de vous. Je pense qu'on est dans une situation très paradoxale. Ceux qui parlent le plus souvent de laïcité, effectivement, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite, mais qui souvent réduit la laïcité, qui utilise le terme de laïcité simplement pour taper sur les musulmans, sur les arabes. C'est mieux parce que c'est quand même plus sympa, quoi. Autant taper sur les Arabes. Donc là, l'extrême droite va utiliser la laïcité faussement, simplement en argument contre les Arabes, même si au sein de l'extrême droite, il y a sans aucun doute des véritables tendances dites gauloises dans leur jargon, qui soient opposées à tout type de religion et qui soient véritablement laïques. Indéniablement, il y en a parmi eux. Mais l'essentiel des attaques d'extrême droite sur la laïcité vise à contrecarrer l'islamisme et surtout les musulmans en règle générale. Ça, c'est clair. On a le même phénomène dans l'autre sens à l'extrême gauche, paradoxalement, qui va être c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un ami élu à l'époque communiste qui m'avait expliqué ça, que maintenant qu'il s'agisse, on avait fait la loi de 1905 contre les catholiques qui étaient des méchants. Aujourd'hui, les méchants, c'est l'État contre les musulmans, donc il faut défendre les musulmans, et donc qui est basculer complètement dans tout est beau, tout est gentil à partir du moment où c'est les musulmans, ils sont forcément opprimés et il y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on met dans le même sac, on va mettre dans le même sac sous prétexte qu'il est théoriquement musulman, on va mettre dans le même sac Mehdi Zeghouf qui a des diplômes en pagaille, qui est élu, qui est comme vous, moi, enfin comme tout le monde, et un type qui effectivement a besoin d'être aidé parce que c'est un immigré qui vient d'arriver d'Afghanistan et qui est complètement paumé. Donc on va mettre tout ce monde-là dans le même sac parce que ils ont théoriquement les mêmes besoins, les mêmes objectifs, et il faut les défendre de la même manière, ce qui est pas le problème, enfin qui n'est pas le problème, et qui va donc admettre n'importe quoi sous prétexte qu'il faut les aider pour satisfaire des revendications qu'en temps normal on aurait combattu, du type des séances séparées dans les piscines ou dans les gymnases, des salles de prière dans les usines ou ce genre de choses. Tout va être bon parce que de toute façon il faut aider ce peuple opprimé. Et au milieu de ça, vous avez des irréductibles gaulois qui essaient de défendre encore la laïcité, qui en règle générale sont plus représentés dans les mouvements de gauche que l'on voit à l'heure actuelle. Ils sont pas à la France insoumise, ils sont pas chez les Verts, ils sont de moins en moins chez les socialistes. Ils savent pas trop où ils sont, voilà, à l'heure actuelle. Mais il y en a, mais ils savent pas trop où ils sont. Ils savent pas trop où ils sont, et à droite, pareil, voilà, il y a tout un monde au milieu qui sait pas trop où il est, et qui essaie de défendre la laïcité un petit peu comme on en parlait, comme je vous disais, dans les années 50-60, c'est la laïcité, ça allait de soi, quoi, c'était pas la peine d'en faire un fromage, ça existait, c'était comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut la défendre, et il n'est pas certain que les gens de bonne volonté modérés soient armés à l'heure actuelle, ou veuillent s'armer à l'heure actuelle pour la défendre. Mais la gauche que l'on voit, j'entends, c'est-à-dire la NUPES, etc., à l'heure actuelle ne défend pas la laïcité, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Alors après, on vous explique tranquillement que les gens dont je l'ai cité volontairement à la fin, Clavel ou ces gens-là qui sont des gens du printemps républicain, pour eux, c'est des fascistes. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus... Voilà. Moi, je suis sans doute, avec ce que j'ai dit aujourd'hui, avec des gens de la NUPES en face de moi, je suis un sale fasciste, ça, il n'y a aucun doute. Il y a dans les bêtises qu'on peut voir dans ces notions-là et dans les mises en application qu'on a pu avoir, des petits exemples que je voudrais citer. C'est pas pour relater toutes les idioties, mais il y en a certaines qui sont quand même savoureuses. On a aux États-Unis une université qui a décidé on va faire une journée sans noir.
pour montrer à quel point les Noirs nous manquent sans enchaîner de journée sans Noirs. Et puis, ils se sont dit, c'est quand même un petit peu dur tout ça. Donc, l'année suivante, ou quelques années suivantes, ils ont décidé de faire l'inverse. Une journée sans blanc. Voilà, une journée pour montrer à quel point les Noirs sont importants et les mettre en valeur. Et les Blancs étaient demandés de rester chez eux. Voilà les dangers qu'on peut avoir dans le wokisme. Les 10 petits nègres, le livre d'Agatha Christie, a été renommé. Il fallait l'appeler Ils étaient 10, pour ne pas utiliser le mot nègre. On a Disney qui voulait faire une adaptation en film de Blanche-Neige et les 7 nains. La question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire une Blanche-Neige noire? Et puis finalement, il y a un des acteurs de Game of Thrones a dit mais c'est inadmissible de faire ça parce que on parle encore de nains et il faut arrêter, c'est discriminatoire de parler de nains. Donc il ne faut plus parler des 7 nains. Et voilà, donc il y a une volonté de gommage d'histoire, de représentation et autres. À force d'utiliser la gomme, on gomme tout. Et j'aime beaucoup le livre de 1984, George Orwell. Et voilà, si on essaye de refaire l'histoire en la réécrivant, on risque d'avoir quelques petits soucis et on n'a plus la capacité d'avoir le discernement nécessaire et la réflexion là-dessus. Quelques petits commentaires sur ces exemples, Jean-Noël? Je suis totalement en phase. On arrive à des délires complets. Cela étant, il y a quand même des signaux qui sont bien dans l'autre sens. J'ai appris tout récemment que le plus grand des acteurs, on posait un candidat dans un jeu télévisé quelconque, je ne sais plus lequel, la question de savoir quel était l'acteur de plus grande taille dans Le Seigneur des Anneaux. Et compte tenu de la magie du cinéma actuel, et ça relativise l'impression qu'on a sur les uns et sur les autres, c'est que l'acteur de plus grande taille qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux, c'est celui qui jouait le nain. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à savoir. Donc vous voyez, finalement, ça relativise beaucoup le fait que seul un nain puisse jouer un nain ou seule une femme homosexuelle puisse jouer une femme homosexuelle. Voilà. Par définition, vous savez, s'il existe un art du spectacle et s'il existe des comédiens, c'est parce que, bien entendu, les comédiens mentent en jouant. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à un moment donné, ils étaient excommuniés, ils n'avaient pas droit à des obsèques religieuses, catholiques bien entendu, hein, là on parle de la vraie religion sérieuse. Voilà. Ils n'avaient pas le droit à des obsèques religieuses parce qu'ils passaient leur temps à mentir, les comédiens. Donc si un comédien ment, c'est parce qu'un comédien joue à être ce qu'il n'est pas. Si un comédien ne joue plus à être ce qu'il n'est pas et passe son temps à jouer simplement son personnage, ça va faire beaucoup de besoins de comédiens, d'abord. On va tous être obligés d'être comédiens de notre propre rôle, mais le problème c'est qu'on ne pourra en jouer qu'un seul, donc on va envoyer tous ces gens-là au chômage. C'est pas ce qui va arranger l'état du chômage des intermittents du spectacle. Alors on a évoqué dans les débats deux positionnements sur ce qu'avait dit le ministre Blanquer sur ce colloque là-dessus. Alors sans rentrer dans le débat de pour ou contre, le ministre a-t-il bien fait de faire un colloque là-dessus? Ce qu'on peut voir quand même, c'est que cette French Studies là, cette French Theory qui a été inventée donc aux États-Unis en reprenant et en déformant, il faut le préciser, des penseurs français, des sociologues français. Ils sont déformés dans leur approche pour arriver là-dessus. Donc c'est pas parce que on appelle quelque chose French que c'est français déjà. Donc ça c'est important de le souligner. Il y a des penseurs et des sociologues qui s'emparent de ces conceptions idéologiques pour en faire des sujets d'études à l'université. Et parfois, ils vont dans ce sens-là. Et il y a parfois des dérives. Donc, il faut faire attention. Je vais prendre un petit exemple. Il y a un historien et un sociologue, Gérard Noiriel et Stéphane Beau, qui ont écrit un livre sur la notion de race, et c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment c'est né, comment ça s'est créé. Alors vraiment, Stéphane Beau, c'est un très grand sociologue, Gérard Noiriel, c'est un très grand historien qu'on entend tous les jours sur France Culture pour ceux qui peuvent écouter. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des petits calibres qui ont écrit ce livre. Et ben certains
qui se revendiquent issus du mouvement des indigènes de la République ou d'autres groupes comme ça, ont voulu interdire le livre. En disant, il n'a pas le droit de l'écrire, il sait pas ce que c'est le racisme, il n'en a pas vécu lui-même, et ont voulu attaquer, même pas sur l'argument scientifique pour attaquer le livre, mais sur la représentation des personnes qui l'ont écrit, pour essayer d'annihiler ce texte. Alors, au niveau de l'association, on a décidé d'acheter le bouquin, il fait partie de la collection là-dessus, pour aussi se battre pour empêcher ce qui empêche finalement les sciences de se développer. Et il faut bien pas faire l'amalgame entre la croyance et la science. Parce que la croyance, c'est toujours au-dessus d'une foi, d'une conception quelconque, alors que la science, c'est issu d'un raisonnement logique. Et une science, c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Alors qu'une foi, par définition, on ne peut pas remettre en cause. C'est un postulat, c'est un dogme. Qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais revenir sur le distinguo, enfin l'histoire de la French Theory pour les Américains. Il ne faut pas remettre en cause il n'est pas question, à mon sens, de remettre en cause les travaux qui ont été faits par Deleuze, Derrida, etc. Mais il faut bien voir que, de leur part, on était véritablement c'était des sociologues, donc qui faisaient de l'étude. Donc une chose est d'avoir des outils qui permettent d'analyser une situation, et c'était leur cas, effectivement, analyser en travaillant sur un groupe, analyser, etc. C'est quelque chose de très intéressant. Une autre chose est de transformer cette théorie, qui est simplement une théorie sociologique, en instrument politique pour en déduire et pour déterminer à partir de cette étude sociologique des actions à mener. Et c'est là où le bas blesse chez les Américains, c'est l'irruption de la politique dans la sociologie, l'utilisation de la sociologie pour en faire un outil politique derrière. Et c'est là, le problème est là. Et ça nous revient en plein dans la poire, et là on a oublié que nos penseurs avaient fait quelque chose de bien. On ne garde que, bien entendu, que ce qui vient des États-Unis, parce que c'est forcément beau. Quant à la science, alors là, la différence entre la science et la foi, cher ami, ça mérite une autre conférence. Pas par moi, mais bon. C'était bien sûr rapide. En tout cas... Non, mais par exemple, c'est vrai, on vous a expliqué ce que je faisais professionnellement. On gère un établissement qui s'appelle le Patronage Laïque, dans lequel il y a une trentaine de conférences par an à peu près sur des thèmes différents, dont des thèmes scientifiques volontairement, pour bien mettre en évidence le fait que la science, c'est quelque chose, c'est une chose, et la foi et la croyance, c'est autre chose. C'était essentiel. Essentiel, mais c'est pas simple. Aujourd'hui, vous regardez les derniers sondages, le nombre de gosses qui croient que la Terre est plate, ou la remise en cause des théories de l'évolution sous des formes diverses et variées. Vous savez que certaines utilisations des théories de Darwin ne peuvent plus être utilisées à l'heure actuelle, parce que on finit par avoir chez Darwin le problème de la spécialisation des espèces qui s'étend à l'homme, bien entendu, fait que c'est mal vu, ça peut pas être utilisé, ça peut pas être enseigné dans certaines écoles à l'heure actuelle. Dans les écoles françaises, françaises. Un conférencier voulant faire utiliser Darwin pour travailler par exemple sur les études actuelles, sur les différences entre les hommes et les femmes, ou ce genre de choses, c'est impensable. Donc le combat continue. On va te remercier, Jean-Noël. On va pouvoir l'applaudir parce que c'est assez fabuleux. Merci pour votre écoute. On a des petits cadeaux pour ceux qui ne l'auraient pas déjà eu, pour toi bien sûr, mais aussi tout notre public qui le souhaite. On a une petite affiche, La religion c'est perso, qu'on va pouvoir donner, qui a été fait par notre magnifique Jean Cry ici présent. Et puis, on va vous inviter à revenir le mois prochain. Le mois prochain, l'émission de radio qui aura lieu donc le 2 mars, comme c'est tous les premiers jeudis de 17h à 19h qu'on l'enregistre à Évry-Courcouronnes. On va parler de laïcité et amphithéâtre Charb à la Sorbonne. Voilà, on va avoir Floriane Gouget, qui est présidente de l'association Dernier Espoir. C'est une association étudiante qui se bat justement pour nommer un amphi au nom de Charb à la Sorbonne, et on va pouvoir se questionner un petit peu là-dessus. Voilà, et je vous remercie. Merci à tous et au mois prochain. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.